Donc, en fait, le contexte de l'étude, donc c'était une réflexion il y a 2 ans maintenant. Quand on se rassemblait, nous, DSI, RSSI, DAF, en fait tous les CXO, on se demandait à chaque fois, on voudrait savoir quelle est notre position au niveau de la cybersécurité, quel est notre niveau de maturité en termes de cybersécurité, où en sommes-nous sur les budgets, que ce soit IT ou budget cybersécurité. On ne trouve pas cette information sur l'écosystème, surtout marocain. Donc on s'est dit pourquoi ne pas lancer un baromètre de cybersécurité qui mesure la posture et la maturité de nos sociétés. Une enquête qui a mobilisé un panel très représentatif, le leadership bien sûr des cyber. Donc comme vous le voyez sur les slides, donc le profil des répondants entre CIO, le Chief Information Officer, le Chief Technology Officer, les Chief Information Security Officer et les consultants. Donc on retrouve, en fait, parmi ce qui nous a agréablement surpris, c'est que les répondants du sujet n'étaient pas que les CISO, n'étaient pas que les RSSI. Il y avait les CEO, les directeurs de société. Comme vous voyez, il y a 3%, c'est pas beaucoup. Mais par contre, pour les CIO et les CTO, donc on retrouve quand même 42%. Et les CISO, c'est 32%. Et les autres, bon, c'est à peu près 23%. Donc c'est quand même un panel qui est un petit peu hétérogène et qui nous permet de comprendre la maturité des entreprises. Comme quoi, tous les CXO, ils sont presque, il y a une prise de conscience de la cybersécurité dans leur entreprise, ce qui est une bonne chose. L'osimètre ouvre aussi un large spectre de secteurs d'activité. On retrouve en tête les banques et le marché du capitaux, comme l'a expliqué ce matin mon cher ami, mon cher frère Said, vu peut-être la mise en conformité, l'obligation de la conformité, qui oblige les banques et les assurances en général d'être conformes par rapport à la conformité, compliance et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on remarque ce partage entre les banques et les services gouvernementaux et publics. Le panel aussi, il représente la diversité de l'écosystème d'entreprises. Donc il y a des entreprises, de grandes entreprises, donc on retrouve une multitude de tailles. Donc pour les grandes entreprises qui ont plus d'1 milliard, c'est du 35%. Et les petites et moyennes entreprises quand même qui ont un chiffre d'affaires inférieur de 50 millions de dirhams, ils représentent à peu près 10%. 22% pour les moyennes, pour les PME, quelque chose qui est vraiment un chiffre qui est vraiment très encourageant. La prédominance des sociétés cotées dans le panel de répondants, ce qui est tout à fait logique, sont aussi soumises à plusieurs conformités, à être conformes avec la réglementation surtout. Donc on retrouve les sociétés qui sont cotées en bourse, et sont à 38%, suivies par les sociétés privées faisant appel à un capital d'investissement, ce qui est un petit peu logique aussi par rapport à c'est pas une coïncidence, mais c'est aussi en fonction de la réglementation, en fonction du respect obligatoire de la réglementation. Sur les résultats, on va attaquer directement maintenant les résultats de l'osimètre. Donc la cible principale des cyberattaques en Afrique, en fait, il y a 10 fuites de données signalées en 2023, ça c'est au Maroc, spécialement Maroc, qui ont ciblé les entités marocaines opérant sur les secteurs suivants, l'industrie pharmaceutique, l'éducation, les services gouvernementaux et publics, les télécommunications et les technologies médias. D'après le rapport d'évaluation des menaces cybernetiques, l'Interpol 2023, le Maroc se trouve malheureusement en tête des pays africains les plus touchés par les Trojans bancaires et les Stealers, avec 18 000 détections. De plus, il occupe la 2e place en termes d'attaques en ransomware, représentant 8% des attaques. Je crois là il y a aussi le paramètre géopolitique et le paramètre, comme vous le savez, dernièrement, on a vu la recrudescence des attaques cybernétiques qui attaquent de plus en plus les secteurs, surtout les institutions gouvernementales
et les institutions de santé. Troisièmement, depuis janvier 2003, 2500 fichiers malveillants signalés comme stealer et 130 comme ransomware. En quatrième, c'est Yellowmix, alias Middleware, a été très actif en 2022 en exploitant la vulnérabilité d'outils d'administration à distance de manière assez large, et notamment au Maroc. Les top 10, les top 3 des risques, et dans la priorité numéro 1 des risques à traiter pour les entreprises marocaines 2024, selon les surveilles. Les risques considérés par les entreprises, on retrouve les risques cyber à 90%, les risques numériques et technologiques à 57% et les risques environnementaux à 40%. Mais parmi les principales menaces identifiées par les entreprises, c'est le rançon logiciel. Je crois que vous l'avez remarqué même au niveau de vos entreprises, qui 61% concerne les fuites de données et compromission de la messagerie qui est la plus courante normalement, elle est à 45%. D'autres principales conséquences redoutées en 2024, on retrouve la fuite des données à 84%, l'atteinte à l'image, l'irrégularité à 65% et l'indisponibilité de services qu'on appelle le denial of service à 58%. Quant aux pertes financières générées par le fuite de données, on peut dire qu'il y a une fuite d'à peu près 500 millions de dirhams, mais un chiffre, sans rien vous cacher, ce n'est pas un chiffre qui est vraiment correct, qui reflète la réalité, parce qu'il y a plein de sociétés qui, malheureusement, n'arrivent pas à faire, à vraiment jouer le jeu et à échanger avec, c'est-à-dire l'incident, ils n'arrivent pas à partager leurs incidents et leurs informations, comme vous le savez, par peur de mauvaise réputation de la société. Quant aux investissements, ça c'était le point le plus important, le plus apprécié, surtout par les RSSI, parce que c'est un point qui dérange au niveau quand on veut convaincre la direction générale pour avoir un budget d'investissement sur la cybersécurité. Généralement, on se retrouve, nous, c'est soit des directeurs SI ou bien des RSSI. Il y a cette problématique, cette challenge qui, heureusement, il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus chaque année un petit peu améliorée. Alors 70%, on retrouve 70% des répondants ont affirmé dédier jusqu'à 25% de leur investissement technologique à la cybersécurité. Et 52% comptent faire une augmentation l'année prochaine jusqu'à 14% de leur budget cybersécurité. Quelque chose qui est vraiment formidable et qui va peut-être aussi booster le marché de la cybersécurité, soit pour les consultants, les startups. Voilà. Bien que des efforts significatifs ont été repris ces dernières années, l'écosystème marocain doit encore renforcer sa cybersécurité, sa maturité. Alors, 35% des répondants indiquent que leurs entreprises sont souvent proactives. 39% affirment qu'ils réagissent souvent de manière rapide aux menaces. 61% affirment que leur entreprise met souvent en œuvre des contrôles à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. 48% indiquent que leur organisation intègre souvent la cybersécurité dans le transport technologique, chose que malheureusement qui n'est pas très prise au sérieux dans plein de sociétés. On n'est pas encore dans ce mindset de security by design, c'est-à-dire implémenter la sécurité, comme l'a bien expliqué M. Saad ce matin concernant la conformité, compliance. Ils ne mettent pas en production leur process tant qu'il ne s'est pas conforme à 100% par la cellule qui s'occupe de la partie conformité. Au niveau cybersécurité, normalement, on doit jouer le jeu, on doit faire de même. Et avant de lancer, que ce soit une application ou des process, il faut que ça soit vraiment, il doit passer par des cellules de mise en conformité avec la cybersécurité. Il faut que la sécurité soit réfléchie au début et il faut intégrer toutes les parties prenantes dès le début du projet. 35% indiquent que parfois leurs organisations communiquent la stratégie et les pratiques en matière de cybersécurité. Généralement, on retrouve aussi cette problématique-là en société. La cybersécurité, des fois, travaille, il est là pour garder le château de la société, de Castle,
avec les moyens technologiques, des firewalls, des antivirus, des SOC, des SIEM et tout ça, toute la partie de technologie, mais ils ne partagent pas exactement comment dirais-je, le start and why, comme dit mon cher ami toujours, Seb. Bon, je m'excuse, vous allez entendre aussi aujourd'hui Seb, au moins une dizaine de 20 fois. C'est quelqu'un avec qui on apprend beaucoup. Donc, start with why, c'est toujours pourquoi on fait cette cybersécurité, c'est quoi l'objectif. Généralement, dans les sociétés, on partage les KPI, que tout le monde connaît, les Key Performance Indicators, mais est-ce qu'on partage les OKI, Objective Key Indicators? Parfois, on hâte d'aller voir les KPIs pour voir la performance, mais déjà, est-ce que les objectifs ils sont bien clairs, sont bien partagés avec tout le monde? Parce que ça aide beaucoup les RSSI. Comme vous le savez, le maillon faible de la chaîne de la cybersécurité, tout le monde le sait, c'est l'humain. Et plus de 90% d'attaques maintenant, ils viennent de l'intérieur. Donc il faut vraiment, les RSSI, il faut qu'ils partagent cette vision, il faut qu'elle soit claire, bien partagée, bien comprise. Il faut une sensibilisation, une formation pour que la richesse humaine, ou bien le capital humain soit le maillon fort et non pas le maillon faible. En ce qui concerne les frameworks qui sont les plus utilisés, donc on a fait un benchmark mondial, et comme vous le voyez là, le framework utilisé pour une cybersécurité renforcée, ISO 27001, que tout le monde connaît, le COBIT, 37%, franchement on était un petit peu étonnés, le NIST, 18%, mais par contre sur l'échelle nationale, c'est le NIST qui est au premier rang, à 53%, et ISO 27000, il vient en deuxième rang, le 45%, à 45%. Le upscaling, on a aussi essayer d'avoir une idée sur la partie talent, sur le capital humain. Ce matin, on a parlé, il y avait M. Peter qui nous a plongé vraiment dans quelque chose qu'on ne s'attendait pas, qu'on voyait que autres dans les autres pays, mais je crois au Maroc, on doit être sensibilisé à ce problème-là, c'est le problème du burn-out des RSSI. Donc il y a plein de RSSI, j'ai vu quelques documentaires aux États-Unis qui parlent de suicide, qui parlent de problèmes psychologiques pour les RSSI parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à vivre leur vie comme il faut, et ce qui malheureusement rend la tâche très difficile aux RSSI. Là, on ne va pas parler de la partie mind et tout ça, par contre on va parler du upscaling comme capacité technologique pour renforcer la cybersécurité au niveau des entreprises et pour renforcer cette résilience des entreprises marocaines. Donc, parmi les recommandations, il faut une stratégie cyber-résilience qui s'appuie sur le développement des talents, sur les IT talents. Par la même occasion, nous sommes en train d'élaborer un livre blanc sur les IT talents, un livre blanc par l'OSIM qui va sortir dans les prochains mois, qui ne concerne pas que la cybersécurité, mais tout ce qui est IT talents, pour voir et pour revoir ces stratégies de formation et stratégies de rétention des talents, parce que comme vous le savez, il y a une vraie fuite de cerveau depuis ces dernières années, pas que sur la cybersécurité, mais tout ce qui est IT talents. Il y a aussi le renforcement des capacités de reconstruction. Donc 41% des répondants ont mis en place un plan de reconstruction informatique suite à une cyberattaque. Généralement, on ne donne pas beaucoup d'importance, d'ailleurs on le vit pour les RSSI, peut-être qu'ils partagent la même information, c'est que quand on parle d'un budget avec la direction générale concernant la cybersécurité, elle ne donne pas beaucoup d'importance tant qu'ils ne soient pas touchés, malheureusement. Donc on ne voit que les autres qui sont impactés, et tant que votre société n'est pas impactée, on vous dit bon, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans, donc on n'a jamais entendu parler d'une cyberattaque. Et malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'on a été attaqué, parce que sûrement on a été attaqué, on ne sait pas. Peut-être même il y a eu des fuites de données, mais on ne sait pas. Cette question de stratégie et d'avoir ce mindset de stratégie, avoir une stratégie de reconstruction qui, des fois, déclenche cette conscience de la cybersécurité. Et les capacités technologiques cyber, globalement, sont satisfaites. Donc il y a des répondants qui ont témoigné d'une satisfaction quant au déploiement de leur technologie.
gestion des risques et conformité, sécurité des réseaux, sécurité des données, et ainsi de suite les systèmes OT et IoT. Cette partie IoT est très très importante. Il faut qu'on soit très vigilant parce que notre industrie elle est en train de grimper et en train bien sûr de donner de très grandes satisfactions. Mais avec l'émergence de l'intelligence artificielle, l'émergence des IoTs, donc il faut qu'on fasse très très attention parce que là c'est une brèche, c'est une fenêtre qui est ouverte, c'est parmi les grandes failles de cyberattaques. Le move to cloud. On a aussi posé une question sur le move to cloud parce que généralement quand on veut être détaché ou bien on veut être un petit peu se concentrer sur notre chiffre d'affaires, sur notre métier et sur notre corps du métier, généralement il faut faire un move to cloud et laisser cette partie pour les professionnels. Il y a aussi, par contre, on a trouvé un problème de souveraineté, donc il y a toujours vraiment un chemin à franchir. Il y a aussi la réglementation qui, maintenant pour faire la loi 0908, on parle de sensibilité, plutôt de données à caractère personnel. Il y a la loi 0520 qui parle des données sensibles qui ne doivent pas être hébergées à l'extérieur du Maroc. Donc il y a quand même des challenges, il y a d'autres challenges à surmonter. On a remarqué aussi, selon l'OSIMETRE, des entreprises éprouvent de plus en plus le besoin de recourir à l'externalisation des services. Donc là, il y a une idée sur les chiffres d'affaires, taille du marché des services externalisés depuis 2021 jusqu'à 2030. Ça donne une idée sur le nombre, sur le chiffre d'affaires. Dans un contexte, bien sûr, où les surveillances, on a dit, qui deviennent de plus en plus sophistiquées, à chaque jour où le monde connaît des mutations technologiques, les défis à relever pour assurer la sécurité des systèmes informatiques sont très nombreux. La taille du marché mondial des services gérés s'élève à 349 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 757. Et le Maroc, il doit vraiment avoir une stratégie, comme on a une stratégie maintenant numérique. Il y a une stratégie du AI qui est en cours de construction. Il faut aussi la stratégie du move to cloud et la stratégie d'externalisation des services. Il faut qu'elle soit bien étudiée et bien comprise par les entreprises pour un petit peu accélérer au niveau de cybersécurité. Parce que quand on veut accélérer tout ce qui est e-gov, accélérer la dématérialisation, accélérer la digitalisation des services, il ne faut pas oublier, et l'ouverture au système d'information, il ne faut pas oublier la cybersécurité, il faut que ce soit aussi security by design, security by default, à l'instar du Canada qui a obligé toutes les sociétés, ils ont appelé security, cloud by default. Tous les e-gov, tous les services gouvernementaux qui vont être dématérialisés doivent automatiquement être sur le cloud. C'est cloud by default. Par rapport à l'intelligence artificielle, on a aussi posé cette question parce que, comme vous le savez, l'intelligence artificielle générative, elle a des avantages et des inconvénients. C'est clair qu'il nous aide beaucoup sur notre travail quotidien. On a remarqué depuis maintenant presque un an, 6 mois ou 7 mois, il y a plein, on a gagné beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité, beaucoup de performance, surtout pour les gens qui savent l'utiliser et qui savent en tirer profit. Là, on a posé aussi des questions. Donc, il y a quand même 48% des participants ont déjà mis en place un processus d'évaluation. On est dans la courbe de learning, de testing, donc learning by test. Donc, quand même, c'est un chiffre qui est encourageant. On trouve l'IA générative n'est pas applicable pour 23% d'entreprises, 10% qui sont incertains. Les risques de l'IA générative ne sont pas maîtrisés au sein de l'entreprise pour 19%, mais quand même 48% qui sont conscients des avantages et de l'implémentation, de l'adoption de l'IA, bien sûr tout en étudiant et en allant crescendo. La blockchain. Pourquoi la blockchain? Parce que, comme vous le savez, la cybersécurité, dernièrement, il y a une information, on a assisté le 18, c'est ça, le 18 de ce mois, il y a 4 jours, au lancement d'un protocole qui s'appelle Nauris. C'est un protocole qui parle de la cybersécurité décentralisée. Donc il y a cet avantage de blockchain
qui peut bien sûr améliorer considérablement la cybersécurité et donner plus d'avantages aux entreprises pour un petit peu cadrer leur gestion et leur stratégie de sécurité. Un benchmark par rapport au monde, donc au plan mondial, 4 objectifs réglementaires qui vont améliorer la posture cyber des entreprises. Alors, pour 37%, la mise en place d'un cadre réglementaire des technologies d'intelligence artificielle est obligatoire. 36% parlent d'harmonisation des textes réglementaires sur la cybersécurité et la protection des données. Au Maroc, pour vous donner une idée, donc la partie protection des données, vous savez, c'est la loi 0908. La partie cybersécurité, c'est la loi 0520. C'est la DNSSI qui est sous l'égide de la directive de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information pour voir l'importance qu'il y a dans la cybersécurité au Maroc. 35% parlent d'une obligation du reporting cyber pour le top management, pour l'administration, pour les stakeholders. Et 32% parlent d'exigences réglementaires de résilience opérationnelle. Au Maroc, 58% de répondants déclarent qu'exposer les tiers à leurs responsabilités. Donc, on a posé la question aux répondants, à votre avis, pour répondre aux enjeux de la cybersécurité, comme vous le savez, il y a un arsenal juridique qui a été mis en place. On a parlé de la loi 051, la loi 0908. On a posé la question, à votre avis, quel serait le meilleur moyen pour réussir cette cybersécurité, cette stratégie, pour mieux protéger les assets, les actifs de la société. 58% ont dit qu'exposer les tiers à leur responsabilité en cas de défaut de sécurité. Les tiers, ce sont les partenaires. Par exemple, vous avez des fournisseurs, vous avez des consultants, donc ils disent qu'il faut les exposer aussi et les mettre aussi dans la responsabilité. Et 54%, plus que la moitié, rendre les cadres dirigeants responsables des éventuelles négligences. Parce que généralement, on l'a vu ce matin avec M. Peter, qui a un burn-out au niveau RSSI. Donc non, il faut partager cette responsabilité au niveau le plus haut, avec les dirigeants. Il faut que tout le monde soit responsable et tout le monde mette la main à la pâte. Quelques recommandations clés suite à ce survey. Alors, en conclusion, l'enquête a révélé plusieurs points clés qui peuvent éclairer nos décisions, bien sûr, stratégiques. Concernant l'évolution des risques cyber, parmi les recommandations, il faut mettre en place une activité de veille sur la menace cyber pour couvrir le contexte spécifique de l'entreprise, renforcer les efforts de sensibilisation et de formation, mettre en place un processus de diligence dans le contexte de fusion et acquisition. C'est parmi, je crois, les questions pour les gens qui sont ISO 27001 Lead Auditor Certified. C'est parmi les questions qu'on a posées pendant les examens. C'est quand il y a une fusion ou une absorption par une société, donc on vous met généralement les stratégies et les politiques de sécurité de société. Il y a des pièges, et là il faut répondre quel est le bon équilibre pour avoir quelle politique on doit adopter et qu'il avoir le meilleur équilibre entre les deux politiques afin de bien sûr avoir une politique qui est beaucoup plus robuste. Les priorités d'investissement, alors il faut poursuivre les investissements, il ne faut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'attaque qu'il faut arrêter. Généralement, quand on va chez le DAF et on demande un budget, à chaque fois il vous dit la question qui est toujours chez tout le monde, le ROI, le Return on Investment. Moi, franchement, il y a 15 ans à peu près, j'ai essayé d'avoir un budget, je n'ai pas eu malheureusement de chance, mais après je me suis dit, tiens, je vais renverser la question. J'ai posé la question sur l'impact on non-investments. Si on n'investit pas, c'est quoi l'impact? Et là, le DAF, vraiment, il a répondu tout de suite, ok, on va voir. Donc, il y a problème de réputation, problème financier, problème de denial of service, donc on arrête la production pendant des journées. Donc, combien on va perdre? Je crois que c'est parmi les choses qu'il faut, c'est-à-dire le langage qu'il faut mener avec les DAF, parce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent que les chiffres, il ne faut pas parler technique, je vais mettre les firewalls, tout ça, malware, tout ça, ils ne comprennent pas. Donc, il faut toucher là où
ça fait mal. Il y a des enjeux bien sûr réglementaires, donc on en a parlé ce matin, il y a la réglementation qu'il faut suivre. Là aussi c'était un point d'attaque pour les DAF. Peut-être bon, si vous ne voulez pas investir sur la cybersécurité, mais voilà la réglementation ce qui est dit. Voilà ce que dit la loi 051, surtout pour les OIV, les organismes d'intérêt vital. Et maintenant, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les OIV qui sont obligés d'être conformes. En 2023, il y a une mise à jour qui fait que même les parties prenantes, les fournisseurs et les clients doivent être conformes. Donc, pour ne pas trop tarder, je ne vais pas tout défiler. Vous aurez la chance de télécharger le livre blanc sur le site OSIM. Donc, vous tapez OSIM et vous avez le site où vous pouvez télécharger l'intégralité du livre blanc. Et comme ça, je vous laisserai le temps de phosphorer, comme dit aussi M. Serre, phosphorer autour de cette thématique. Et merci beaucoup pour votre attention et j'espère que j'étais pas trop long. Merci beaucoup, c'est Rachid. On va enchaîner directement. J'appelle Monsieur Serre. C'est la phrase magique à nous rejoindre. Et Monsieur Hicham Faïq également. Je pense que c'est Rachid, vous restez avec nous. Alors, pas de panique. On a un petit peu débordé sur le temps, mais en fait, il y a une contrainte sur la dernière table ronde, malheureusement, qu'on est contraint d'annuler, parce que l'intervenant n'a pas pu arriver en temps, ne pourra pas arriver en temps et en heure ce soir, M. Youssef Stafali. Et donc, on a gagné, paradoxalement, on a gagné un petit peu de temps. Donc, on va essayer de maintenir le rythme, mais pas de panique si on démarre la table ronde qui suit légèrement en retard. Merci pour votre compréhension. Bon, très bien. Je pense qu'après la présentation de Sir Rachid Barbi, je vous remercie beaucoup pour le sens de partage. J'imagine qu'une telle étude a pris beaucoup de temps, vous l'avez bien précisé. Quand on dit le temps, c'est de l'énergie, c'est de la bonne volonté, c'est l'esprit d'analyse. Et c'est vrai que c'est très difficile de vouloir synthétiser la totalité. En tout cas, je pense que l'audience aura peut-être des questions par la suite. Et justement, donc on va essayer de commenter, de profiter un peu des informations qui étaient partagées lors de cette étude pour amener un peu le débat à la fois entre nos chers intervenants et j'espère qu'on aura un petit peu de temps aussi pour l'audience si jamais il y a des questions pertinentes. Pour l'intervention, Monsieur Mohamed Saad, on vous a présenté ce matin, mais je rappelle que si Mohamed Saad est le directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca et ancien président de l'OSIM, Monsieur Hicham Faïq un parcours assez, on va dire, loyal au monde de la cybersécurité, avec plusieurs années dans la cybersécurité et qui a occupé pas mal de postes clés, notamment ancien RSSI au sein de Tijari Wafa Bank. Et aujourd'hui, vous accompagnez des clients dans le monde de la cybersécurité. Et c'est Rachid Barbi, comme ce qui a été présenté, CIDO de Yazidi Assurance, vice-président au sein de l'OSIM, beaucoup d'années d'expérience également dans le monde de la cybersécurité. Lors de cette étude, comme ce qui a été présenté, il y a eu 5 axes. Vous avez parlé des risques, vous avez parlé de la priorité d'investissement, qui est toujours le mot d'ordre qu'on trouve dans les entreprises. On a aussi parlé des tendances technologiques, qui, qu'on le veuille ou pas, qui influencent. Comme ce matin on l'avait dit, c'est comment trouver le juste équilibre. Il y a la réglementation, et après, le sujet qui nous a intéressé, c'est comment mesurer la maturité. Donc ça serait un petit peu, on va dire, la ligne qu'on va essayer de suivre. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on peut rentrer rapidement dans ce sujet. Moi, je vais commencer plutôt par les investissements. Parce que tant qu'on n'a pas d'argent, c'est un peu compliqué de faire les choses. Peut-être, c'est Hicham, je
Je vais commencer par toi. Donc, sur la répartition des budgets de cybersécurité, de par votre parcours et aussi le parcours de vos clients que vous accompagnez, comment vous avez vu l'évolution des mœurs dans les entreprises par rapport à la perception quand vous êtes, en tant que RSSI, vous allez débattre, vous allez combattre même pour demander un budget. En même temps, je me rappelle très bien, il y a eu un représentant de Microsoft, je me rappelle très bien de cette métaphore en me disant, quel que soit le niveau de sécurité que vous allez faire, mais en fait c'est comme l'épaisseur d'un mur, plus vous mettez de l'argent, plus vous ajoutez de l'épaisseur. Mais pour dire que parce que j'ai une carte blanche, que je vais être prémuni de toutes les menaces, ça n'existe pas. Mais donc forcément à un moment donné, il faut savoir jusqu'à quand on est capable d'investir. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir de débattre autour de la table et surtout autour de ce sujet très important et qui a pris une ampleur assez élevée, aussi bien au niveau des entreprises privées, mais également publiques, mais aussi chez le citoyen, parce que tout un chacun a dû, à un moment donné, ces 2 dernières années, vivre une situation, soit d'usurpation d'identité, soit un ami qui a eu un incident, soit via les news. Donc c'est devenu un sujet d'actualité. Pour répondre à votre question sur les investissements, je crois que le point de départ, c'est la prise de conscience. Parce qu'on observe que d'abord, il y a beaucoup de changements sur le plan réglementaire, aussi beaucoup de communications qui ont été faites par les instances en charge de la cybersécurité, notamment la DGSSI. Beaucoup de médias sociaux en parlent. J'ai vu récemment beaucoup de podcasts marocains avec la Darija pour sensibiliser, expliquer. Donc on ne peut pas passer outre cette transformation de conscience parce que les dirigeants sont obligatoirement entraînés. D'abord, il y a les conseils d'administration et on voit qu'il y a une orientation. C'est que les conseils d'administration ont désormais un sujet à l'ordre du jour à chaque fois que le conseil d'administration est tenu pour parler de la cybersécurité. Ça implique forcément que chez les responsables IT, les DSI, les CTIO, tous les responsables en charge des technologies doivent aussi être à la page et parler ce discours. Pourquoi j'ai fait cette introduction? Parce que justement, malheureusement, dans une approche classique où le RSSI va se battre et aller avec des idées d'investissement, maintenant on voit qu'il y a cette convergence bottom-up et top-down pour qu'il y ait ce discours commun, que la conviction ou le discours autour de l'investissement n'est plus une grosse difficulté. Certes, c'est disparate entre les entreprises, mais il y a déjà un pas de franchi. Il y a également un autre point que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a des benchmarks mondiaux sur la proportion de l'investissement cyber par rapport à l'investissement IT. Et clairement, pour les gens qui ont eu cette lourde tâche de défendre les budgets cyber, de se confronter, comme l'a si bien expliqué Serrachid dans son exposé, on est parti de 1%, parfois moins. Maintenant, les entreprises qui se respectent et mettent au bon diapason la cybersécurité, ils peuvent atteindre jusqu'à 10% du budget annuel IT. Bon, on reste toujours dans la comparaison. Maintenant, les entreprises qui s'élèvent dans la digitalisation, ils comparent ça avec le budget digital, qui dépasse en général le budget de l'IT. Mais c'est un débat que Cissad est le grand expert qui peut l'enrichir. Mais j'aimerais revenir que avant, il y a un avant, il y a un après. Mais quel est le générateur de cet après? C'est malheureusement, on est dans le réactif. Lorsqu'on subit des incidents graves,
lorsqu'on touche de près l'impact financier, ben, on commence à réagir, parce qu'on a la mémoire. D'accord ? Un dernier point intéressant en matière d'investissement, c'est que les investissements étaient caractérisés par des investissements techniques, purement techniques, sur, on va dire, les foundations, les bases, les antivirus, les firewalls, les WAF, des infrastructures. Maintenant, on a pris de la conscience pour que les investissements passent à un stade supérieur. On s'intéresse, par exemple, à la sécurité des codes sources. On s'intéresse de plus en plus à des approches de détection en mettant en place des SOC, etc. Donc, on a aussi un shift autour de ces investissements. Je ne vais pas trop tarder, j'ai d'autres points, mais... Non, mais très bien, justement, pour qu'on soit un peu dans la continuité, vous avez parlé de ce débat sans fin d'aller négocier les prix. C'est vrai qu'il y a les benchmarks, sans vouloir faire la publicité à Gartner, qui reste quand même une référence mondiale, mais nous avons vu, c'est-à-dire dans l'activité professionnelle également, malgré la référence, ça peut ne pas résonner dans les oreilles des sponsors. Quand je mets le sponsor, direction générale, je peux mettre n'importe quel membre aussi du COMEX. Par contre, je pense que ce qui serait intéressant justement, c'est d'avoir l'ami de Si Mohamed Saad qui a changé de casquette, ce qui est marrant, donc passant de DSI à DGA. C'est vrai que la DSI dépend de vous, mais là, j'imagine que votre responsable de sécurité système d'information, il vient maintenant vous demander du budget, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a peut-être pas besoin de beaucoup expliquer. Est-ce que c'est un atout? C'est pas un atout? Est-ce que ça vous met plus mal à l'aise? Parce que vous êtes beaucoup plus sensible que n'importe quel DGA, étant donné que vous êtes passé par là. Et justement, comment vous vivez cette situation? Merci, si vous aidez encore une fois, merci pour l'invitation et merci de m'avoir donné l'opportunité d'être dans ce panel entre deux grandes personnes dont on peut être extrêmement fier. D'abord, c'est Hicham Faïq, que je ne vais pas présenter, mais sauf pour dire que c'est un top 2, top 3 des experts en la matière. Qui dispose d'un certain nombre de certifications. Alors, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais bon, je le cite comme exemple chaque fois qu'on parle justement de la cybersécurité et de cette problématique. Mais aussi VP Rachid Al-Arabi, et donc de se trouver devant justement cette présentation d'enquête qui est inédite, qui est la première, premier baromètre au Maroc. Donc ça donne une certaine maturité pour répondre à la question de notre collègue qui avait posé la question tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'incite l'ensemble de l'audience, et je vois une bonne population d'étudiants, de profiter donc du panel pour poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Donc c'est un joli panel, comme high-tech et ma-tech d'avoir planifié ce panel. C'est vrai que peut-être juste pour partager avec vous une petite expérience. Avant d'intégrer la bourse de Casablanca, je suis venu avec une feuille de route le jour où je devais rencontrer le directeur général de la bourse. Dans le temps, j'étais un jeune DSI, recruté DSI, et donc j'étais venu pour le voir avec ma vision de la sécurité. Je n'étais pas venu pour le voir pour lui dire comment est-ce qu'on peut booster le business au sein de la bourse Casablanca, comment devenir numéro 1 en Afrique, ni comment changer la plateforme de cotation. J'étais venu avec une présentation sur une vingtaine de slides sur comment mettre en place un vrai socle de management de la sécurité des systèmes d'information au sein de la bourse de Casablanca. Tellement c'était, pour moi, important et critique. Et quand je lui ai présenté la chose, croyez-moi, donc j'en partage, on est entre nous, il y a l'enregistrement, c'est pas grave, on est entre nous. Et donc sur les 3 ou 4 shortlistés, il est revenu chez le headhunter pour lui dire, lui, je le veux. Et donc dans le temps, 2008-2009,
cette feuille de route, je me disais, bon, pour moi c'était un nirvana et un rêve que de mettre en place, que d'être parmi les top 3 peut-être au Maroc à être certifié ISO 27001. Quand j'étais dans une autre structure, j'en rêvais. Et donc on a mis en place un certain nombre de choses. Ça ne s'est pas fait du premier coup, mais on s'est pris 4, 5, 6 ans pour bien mûrir la question. Ce que disait Hicham à juste titre, c'est une démarche en bottom-up et en top-down. Et donc on a mis en place un vrai socle d'architecture, mais aussi une vision qui vient d'en haut. On s'est fait certifier fin 2015. C'est pour vous dire qu'il s'en est fallu 6-7 ans pour qu'on puisse mettre en place les bonnes bases. Et après, quand on est parti sur cette conformité d'abord à ISO 27001... C'est plus le délai de mise en exécution ou c'était un problème de budget? Là, ça n'a jamais été un problème de budget. Alhamdoulilah, parce que bon, j'ai trouvé un management qui était très mature et donc qui comprenait en fait le pourquoi de la chose. Ce n'est pas, on ne cherchait pas la certification, on n'avait rien à vendre, tu vois. Donc la bourse elle tourne d'elle-même, c'est une plateforme, hein, c'est une marketplace, c'est Amazon de la levée des capitaux, tu vois. Donc pas besoin vraiment de dire aux gens ouais on est certifié 27001, ça ne nous rajoutait rien sur l'emballage. Sauf que on comprenait que on pourrait être conforme au référentiel, à la norme, mais que de mettre cette cerise sur le gâteau, de dire qu'on est certifié, ça te met une certaine pression de te conformer pendant toute l'année aux différents audits internes, de tout ce qui est système documentaire, de se faire certifier et surveiller une fois par an, et de, donc justement, sustainability, de garder ce niveau de maturité. Et une fois que tu l'as, tu ne peux pas dire que ouais, donc ça coûte cher, c'est pas grave si on perd la certification, dans 2-3 ans on n'a pas besoin. Non, c'est une régression. Donc on était obligé, c'est même pour notre notoriété image de marque, on était obligé de soutenir ça. Et ça nous donnait aussi de l'élan pour aller chercher autre chose. Et donc 2 ou 3 années plus tard, on était allé chercher la 22301 qui est System Management, la continuité d'activité. Et donc voilà un peu voilà, c'est ce Search of Excellence qui est cher donc justement aux meilleurs standards internationaux et bonnes pratiques. Très bien. Donc la règle de base, donc vous l'avez compris, si vous voulez postuler pour un poste de DSI, préparez une roadmap cybersécurité et que vous avez tous vos points pour être intégré. Très bien. Donc là, par rapport, bon, de toute façon, sur la partie budget, c'est toujours un dilemme. Là, on est dans l'ère de, en fait, on est dans l'ambiance de la cybersécurité, la protection des données personnelles. Après, il y a le deuxième challenge qui arrive, que vous avez évoqué, c'est Rachid, c'est les tendances technologiques. On a évoqué le sujet ce matin avec Sissad et c'est Omar Sarrochni sur la balance entre l'innovation et la régulation. Là, justement, comment on peut faire la balance entre l'innovation et la cybersécurité et la protection? C'est Rachid. Ah, justement, si vous avez un commentaire. Merci, si vous y dites. En fait, le challenge, normalement, pour l'instant, pour les RSSI ou pour les directeurs risques, en général, c'est strike the balance entre l'innovation et la cybersécurité. On est bien sûr, les Chief Digital Officers, ils sont obligés de présenter des stratégies de digitalisation, des stratégies pour booster le service, booster le chiffre d'affaires, pour répondre aux clients, pour répondre au marché, pour avoir un bon chiffre d'affaires. Mais le problème se retrouve avec la sécurité qui est derrière et les cybermenaces qui généralement mettent en péril des fois la société. Donc cette balance-là, surtout, elle est malheureusement avec l'intelligence artificielle, qui a une émergence vraiment très très importante. On retrouve parmi les risques pour l'instant, c'est qu'il y a des sociétés qui introduisent l'intelligence artificielle d'une façon anarchique. Des fois, c'est hors contrôle. Donc, comme vous le savez, il y a le fait de bring your own device. Donc, les utilisateurs, surtout la génération Z, qui, pour l'instant, qui sont des gens qui sont native digital, ils sont très à l'aise avec le digital. Ils apportent leur
smartphones connectés directement au système d'information des fois. Donc, ce qui un petit peu augmente le périmètre de risque. Donc, ce qui fait, c'est vraiment très difficile, comme j'ai dit pour les RSSI, de trouver cette balance-là et de, en même temps, répondre à l'innovation. On ne peut pas dire non, on ne peut pas innover. On ne peut pas ouvrir notre système, par exemple, à notre clientèle. Il y a la clientèle qui ne demande que ça. Sinon, on change carrément, par exemple, l'assurance, on change carrément d'assureur si vous ne donnez pas accès aux clients, par exemple, chose qui devient pour l'instant basique d'avoir une application mobile pour consulter, par exemple, ses dossiers, consulter le suivi, pour faire le suivi de ces dossiers. Donc, cette frontière entre l'innovation et la cybersécurité complique un petit peu la tâche des RSSI. Par contre, il y a aussi l'autre côté qui est positif de l'intelligence artificielle, qui peut aider pour l'instant dans la prévention automatique et dans même les réponses automatiques. Parce que, je me rappelle en 2018, si tu te rappelles, pendant les assises de l'OSI, j'avais modéré un panel concernant la cybersécurité. Donc il y avait Nutanix, il y avait LMS, DataProtect, il y a Adil Youssef de Excelate. En 2018, on parlait de l'apport de l'IA dans la détection automatique et dans l'étude des comportements des suspicious behaviors, des comportements qui sont suspicieux, et on pouvait arrêter sur des modèles, on pouvait faire des études sur des modèles et prévenir avant même que l'attaque soit appliquée. Très bien. Oui, si vous permettez. J'ai toujours défendu une idée très importante vis-à-vis du top management en tant que RSSI. On n'est pas, en portant la casquette de RSSI, on n'est pas nécessairement ce qu'on appelle des risk mitigators. On n'est pas là juste pour réduire le risque. Mais on a une responsabilité de business enabler. C'est-à-dire que le business a une orientation d'aller vers la digitalisation, d'aller vers la dématérialisation, vers l'ouverture, vers plus de business. La sécurité doit aider à réussir ce challenge. On ne va pas juste parler, attention, il y a des attaquants, il y a des hackers, il y a la fraude. Ça, on le sait. Ce n'est pas ce qu'attend le top manager. Il attend comment la sécurité va m'aider à franchir ce pas. Mais après, malheureusement, heureusement, les entreprises n'ont pas toute cette conscience d'intégrer la sécurité en amont des projets. Et même très souvent, ce qu'on voit, c'est que les projets, une fois qu'ils sont conçus, presque à l'aboutissement du Go Live, c'est là on se rappelle, mais il va falloir qu'on vérifie avec la sécurité, mais la sécurité, quand elle arrive, elle apparaît comme le mauvais acteur. Je me rappelle, lors de la première édition de Matech, avec Sios Clary, on a abordé ce sujet-là. Et justement, ce qui rend un peu la chose compliquée, c'est cette prise de conscience, que ça soit même du DSI, avec tout le respect que nous avons pour les DSI, à quel moment il va intégrer le RSSI dans ses projets, et peut-être effectivement, s'il y a cette conscience, peut-être que vous dites c'est quelque chose qui est plus faisable. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez vécu facilement ou... Bon, il faut dire que pour réussir tout ce challenge, il ne faut pas avoir une approche réactive. Devant ce projet, on va se réunir en urgence, qu'est-ce qu'on fait, comment on va trouver les plans B, etc. Cela ne marchera pas parce que la vitesse avec laquelle la technologie avance, les cybermenaces avancent, les hackers deviennent intelligents, on ne peut pas suivre ce rythme. Il faut adopter une approche, une stratégie sécurité. Et dans la stratégie sécurité, on va décortiquer tous les chemins de digitalisation, toutes les approches, tous les projets, et on va positionner intelligemment l'évolution de la cybersécurité pour accompagner cette transformation. Parfait. Peut-être un dernier point, c'était le niveau de maturité qui faisait aussi l'objectif de cette étude. Selon vous, comment on doit mesurer justement le niveau de maturité en cybersécurité des entreprises au Maroc? Quels sont vraiment les défis qu'on doit prendre en considération pour améliorer ce niveau? Parce que là, je pense que c'est Rachid, vous avez dit aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont répondu au sondage, mais sur certaines rubriques,
ils ne peuvent pas jouer le jeu. Peut-être qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, peut-être pour des raisons confidentielles. Mais peut-être de par l'étude que vous avez faite aujourd'hui, si on peut-être très synthétiquement, comment on peut arriver à un moyen de mesurer justement une maturité. Même si tout à l'heure on va parler des PME, mais en tout cas, quelque chose qui est peut-être global, applicable pour une grande entreprise. À vous, après j'allais justement la parole, c'est ça. Ok. Parmi les, en fait, peut-être parmi les best practices, si on veut dire, pour mesurer cette maturité au niveau de l'entreprise, c'est adopter des frameworks comme ISO 27001 par exemple, c'est installer un SMSI, un système de management secteur de l'information, qui vous permet bien sûr de à chaque fois se mesurer par rapport à la cybersécurité, la politique de sécurité, la stratégie, avec bien sûr des KPIs, aussi à travers des audits externes surtout. En fait, l'audit interne, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on est, mais par contre, un audit externe qui est objectif. Donc, à chaque fois, mesurer le nombre c'est-à-dire les audits qui sont bien sûr implémentés. Il y a aussi peut-être le nombre, ça c'est partie KPI technique, le nombre d'attaques, par exemple, subies pendant une année. La période de reprise d'activité pour mesurer aussi la résilience, pour voir est-ce qu'il y a une résilience, est-ce qu'il y a cette culture au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on est prêt pour revenir après une attaque ou après une reprise après un sinistre. Il y a la mesure des gaps par rapport à la réglementation, est-ce qu'on est conforme aux réglementations comme la loi 0520, la loi 098, aussi mesurer le gap, le nombre d'incidents à cause, par exemple, d'une mauvaise manipulation humaine, pour mesurer aussi la sensibilisation, la formation des collaborateurs. Le nombre aussi, peut-être, des gaps en mise à jour techniquement sur tout ce qui est firewall, WAF, tout ce qui est mesurable, pour avoir une idée sur la maturité et sur le suivi des métriques de cybersécurité. Peut-être c'est quelque chose qui serait extrêmement utile pour les entreprises. Je ne parle pas des grands comptes, mais peut-être ça nous fera la transition par la suite sur les PME. Parce qu'il y a un phénomène aussi, quand on a une société qui se fait attaquer, généralement on a honte de le dire. Sauf bien entendu ceux qui ont subi à la réglementation. Et ça fait aussi une peur. On a parlé du burn-out ce matin, on a parlé aussi du peur du RSSI qui a peur de perdre son poste aussi. Parce que malheureusement, encore une fois, c'est qu'on va adosser toute la responsabilité sur le RSSI alors que c'est beaucoup plus fort que ça. Peut-être si c'est... La réputation. La réputation, exactement. Peut-être c'est Mohamed et ensuite c'est Hicham, un commentaire sur ça qui sera justement la clôture de cette table ronde. Non, tu as parfaitement raison. Il faudrait juste qu'on n'oublie pas que la maturité, elle est aussi à mesurer d'un point de vue réglementation. Petit spot publicitaire, je suis en train d'éditer un book qui sera dans le commerce dans les semaines à venir. Et j'ai 2 chapitres qui traitent de cette big question. D'abord sur la cyber-résilience, je dis que c'est de la cybercriminalité un risque certain, c'est un oxymore parce que un risque forcément il y a un degré de probabilité, il ne peut pas être certain, il n'y a qu'un fait qui peut être certain. Donc c'est pour dire que la cybercriminalité c'est quelque chose qu'il faudrait voir dans tous les jours. Et l'autre étude de cas d'usage que j'intègre, c'est celui de l'Estonie. Et l'Estonie est un pays qui va conduire, on va dire, des exercices de simulation à l'échelon de l'État. Et donc le jour où ils seront frappés par un risque cybercriminel au niveau de l'administration, mais aussi du secteur privé, il faut aussi rappeler que l'Estonie, ils abritent le centre de simulation d'Interpol par rapport à tout ce qui est cybersécurité. Et donc, quand on veut parler d'un risque de ce genre-là, c'est justement de mesurer la readiness du secteur public, semi-public, mais aussi du privé, mais aussi de mesurer tout ce qui est réglementation, où est-ce qu'on en est.
Donc il ne faut pas oublier que nous avons un organisme qui s'appelle, ça a été rappelé par Barbi, la Direction Générale de la Sécurité et Système d'Information. Eux, ils ont une visibilité sur justement tout ce qui se fait et tous les risques qui menacent et toutes les menaces du marché. Et donc au niveau de la CGM aussi, on a un certain nombre d'informations sur tout ce qui peut toucher le secteur privé. Donc c'est un peu ces différents maillons qui, on va faire sigma de tout ça, on peut avoir une idée sur la maturité d'un pays, d'un État comme le Maroc. Très bien. Peut-être si Hicham... Oui, avec plaisir. 2 points. Le premier, c'est pour qu'on instaure une culture de la communication sur la sécurité. D'abord, en interne, il faut que les RSSI réussissent à se transformer eux-mêmes en communicants, en devenant un bon communicateur. Passer de la casquette du technicien expert technique de tous les domaines techniques, ça à la limite c'est quelque chose qui doit faire partie de l'ADN d'un RSSI, mais pour que le RSSI puisse expliquer tout type de situation avec le bon langage, avec la bonne diplomatie, la pédagogie qu'il faut au top manager, c'est important. Ça va lui donner la confiance et ça va aussi donner confiance au top manager par rapport à cet RSSI en matière d'incidents effectifs qu'il a. Heureusement, notre réglementation impose le fait que le RSSI soit l'interlocuteur privilégié de la Direction Générale de Sécurité des Systèmes d'Information, d'autres instances en l'occurrence. C'est cet écosystème autour de la confiance et autour de la communication permettra de s'émanciper davantage. Maintenant, il y a toujours des considérations politiques, économiques, qui fait qu'une entreprise décide, ou pas, ou partiellement, de communiquer sur les incidents qu'elle a. D'ailleurs, dans d'autres pays à l'étranger, c'est une obligation réglementaire de déclarer, de notifier les clients et tout ça. On a pris ce chemin et je crois qu'on avance convenablement là-dessus. Un autre point qui est aussi avantageux pour les RSSI, c'est cette question d'organisation. Maintenant, le positionnement du RSSI, qu'on voit de plus en plus, on va dire, prendre une posture en autonomie par rapport au gérant de la DSI, lui donne de la visibilité, mais aussi plus de responsabilité et une occasion de rencontrer d'autres interlocuteurs pour prêcher le business enablement comme idée, pour expliquer, pour sensibiliser davantage. Donc, il y a une transformation à faire qui va avoir un avantage d'améliorer la communication sur l'incident, mais aussi de faire le bon prêche autour du rôle de la cybersécurité au sein de l'entreprise. En tout cas, sur ces bonnes paroles, de ne pas rester effectivement que dans la négativité. Donc l'évolution des mœurs, c'est vrai que ce matin, encore une fois, je reviens sur le burn-out, mais en même temps, il y a une transformation sur le rôle du RSSI et je pense qu'on peut que se féliciter de voir une évolution de cette responsabilité qui reste extrêmement lourde et on doit retenir également, au-delà de la technicité, c'est de la communication, c'est l'écosystème. Et le niveau de maturité va dépendre de la réglementation aussi du pays. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour déjà le témoignage et cette belle synthèse de baromètre. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question tout à l'heure, j'espère que... Ah ben voilà, parfait. J'espère que ça a répondu en grande partie à votre question et je me permets aussi de passer à une transition sur la deuxième table ronde. Je suis vraiment désolé parce qu'on a pris le temps, mais on prendra une question à la fin de la deuxième table ronde. Oui. Selon le National Cyber Security Index, le Maroc est au 30e rang sur 160. Donc c'est une très bonne place. Et on est en train de grimper, Inch'Allah, pour aller plus loin. Pardon? Vous avez parlé, je crois, du rang, de l'indice. Quel est l'indice du Maroc par rapport au monde? On est au 30e rang. Le NCI, le National Cyber Security Index.
NCSI. Merci. Vous le retrouverez sur... merci. Très bien, ben, merci beaucoup. Ben, du coup, on va enchaîner par la deuxième table ronde sur... merci beaucoup. Alors on va enchaîner sur la deuxième table ronde sur l'état des lieux de la cybersécurité en Afrique. J'aimerais bien inviter les intervenants sur site. Alors monsieur Younes Fillahi, monsieur Mehdi Zouaoui et monsieur Clément Domingo. Bon, j'ai un challenge. Un challenge de timing. Moi, je pensais naïvement qu'on va profiter de l'annulation de la table ronde en fin de journée, mais en tout cas, on va essayer de profiter au maximum. Nous avons Clément Domingo qui vient d'arriver avec pas mal de déplacements, Nantes, Paris, Casablanca et Casablanca-Rabat. Donc, le pauvre, il vient d'arriver il y a quelques heures. Il n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je sais que Clément, tu interviens dans la table ronde qui suit. Bon, on va profiter aussi de ta présence au maximum. On m'a dit qu'il y a beaucoup de descriptions, vous faites beaucoup de choses. Donc Clément qui non, mais sincèrement, on va vraiment se parler vrai, on s'en fout de ça, rentrons dans le vif du sujet. C'est magnifique, ben voilà, donc j'aime bien l'efficacité. Donc Clément, dans le vif du sujet, on va parler. Très bien. Je vais juste présenter rapidement Younes Fillahi qui est RSSI de Rafrique. Bon, je vais accélérer. Et Mehdi Zouaoui qui est un expert en cybersécurité. Ça vous va? Très bien. Donc on vient d'aborder, un grand merci encore une fois au travail qui a été fait par l'OSIM en partenariat avec PwC, premier baromètre sur la cybersécurité en Maroc. On a parlé un petit peu globalement de 5 axes, et ces 5 axes qui peuvent être aussi adaptés au monde du PME. Alors là, on va élargir un petit peu la discussion pour aller au-delà du Maroc, mais parler de l'Afrique. Ça vous va? Très bien. Donc, au niveau africain, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. La cybersécurité, on l'entend partout dans le monde. Peut-être nous, ce qui nous intéresse, c'est un focus sur l'Afrique. Et peut-être la première chose, on va avoir vraiment une démarche autour de ces tables rondes niveau consulting, c'est-à-dire un état de l'art, qu'est-ce qui se passe, comment on peut prévoir, et ensuite, quelle est la vision générale. Donc cette première partie, si on veut vraiment faire un focus sur l'état actuel et l'impact, je vais commencer par toi, Clément. Une vision assez globale, ta perception de l'état actuel de la cybersécurité en Afrique et peut-être quelles sont les principales vulnérabilités auxquelles les PME sont confrontées. Si on se devait dire les choses, l'état est assez catastrophique, mais il y a deux choses. La première, c'est que on a l'impression qu'on ne se fait pas autant attaquer parce qu'on ne parle pas autant des attaques. Par exemple, j'ai fait un constat qui est assez fou. Hein. Ça fait à peu près maintenant, je pense, 3 semaines que je n'ai rien posté sur l'Afrique et pourtant je n'ai rien vu. Et pourtant, il y a eu énormément de cyberattaques. Petit point très spécifique. Actuellement, il y a 3 pays qui se font défoncer en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que j'aille un peu regarder. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud et il y a un petit consortium qui se trouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à savoir pourquoi eux se font attaquer. Et quand on parle après un peu de l'état de la cybersécurité, de l'état un peu des cyberattaques ici sur le continent en Afrique, déjà je voudrais peut-être commencer en disant que lorsqu'on parle un peu de cybersécurité en Afrique, pour moi c'est un total non-sens. C'est comme si tu parlais un peu de la cybersécurité en Europe. L'état de la cybersécurité ici même au Maghreb n'a rien à voir avec l'état de la cybersécurité des infrastructures au niveau de l'Afrique de l'Ouest, n'a encore totalement rien à voir au niveau vraiment de l'Afrique australe et encore plus au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc je pense qu'il faut faire aussi un peu ce distinguo-là, qu'on commence à se poser les bonnes questions, qu'on commence à discuter de vraies choses. Ça c'est une première. La seconde ensuite, c'est que en fonction que l'on soit une PME, en fonction que l'on soit un ministère, en fonction que l'on soit
un gouvernement, voire même une grosse entreprise, on va se faire attaquer, mais pas du tout de la même manière. Après, je pourrais un peu revenir sur des campagnes assez spécifiques sur lesquelles j'ai pu travailler, sur des threat actors aussi qu'on a décelés, typiquement un peu sur tout le côté infrastructure financière, où là, sur ces 3 dernières années, il y a eu une vraie campagne, je dirais pas qui, mais un acteur semi-étatique derrière, qui s'est mis à défoncer les banques. Très bien. Peut-être avec quelques illustrations, Mehdi Zouaoui qui a eu aussi l'occasion d'accompagner des clients. Et je pense que je vais aussi rejoindre Dominique dans sa vision. C'est que déjà la dernière année, on a participé à des crises réelles de groupes cybercriminels qui ont attaqué du coup principalement des entreprises en Europe. Et on a aussi aidé certains clients sur les crises de cyberattaques au Maroc et certaines en Afrique. Donc l'élément principal, et ça je pense que vous le savez, c'est qu'un groupe cybercriminel, c'est comme une entreprise. Donc il va avoir aussi des départements qu'on appelle des affiliates. Donc cette entreprise va avoir un process et elle va essayer de voir quel est le retour sur investissement qui va être le plus important pour eux. Donc pour les entreprises en Europe, passer du temps, implémenter un ransomware, déjouer tout le budget qu'ils vont avoir sur la cybersécurité, toutes les solutions, EDR ou pas, quand il y a un humain derrière, qui passe du temps, qui a l'expertise, il peut déjouer ça. Et du coup, c'est aussi du temps qu'ils vont passer eux, ces groupes cybercriminels, parce qu'ils savent derrière qu'ils peuvent demander de 5-10 millions en crypto-monnaie et que ça marche des fois. Par contre, si vous demandez les mêmes sommes à des PME en Afrique, ils ne font même pas ça en chiffre d'affaires sur 10 ans. Donc ce qu'on a vu, et justement ça c'est à peu près, juste cette année on a dû intervenir sur 10 clients, principalement au Maroc, c'est qu'on est plutôt sur des attaques classiques, de type fraude au président, mais assez avancées, du spear phishing. Donc des exemples comme des entreprises qui vont acheter un domaine et qui vont utiliser la solution de messagerie qui est fournie avec le domaine. Et cette solution, elle est totalement vulnérable. Très bien. 2 jours après la compromission de sa solution, on est sur du typo squatting de partenaires sur lequel ils interviennent depuis plus de 10 ans, et vraiment des messages qui sont envoyés aux personnes qui ressemblent exactement aux messages qu'ils ont l'habitude de voir avec ces partenaires. Pendant une durée de 6 mois, 7 mois, ils ont changé le RIB, des personnes ont envoyé l'argent qu'ils n'auront pas retrouvé. Tout ça pour dire que c'est exactement ce que disait Dominique, en fonction des PME, en fonction du pays, on va être sur des typologies d'attaques qui vont être différentes et aussi une menace qui va être différente et une réponse différente. Très bien. Peut-être Younes, vous voulez commenter cette première partie sur les thèmes là? Je vais quand même prendre le temps de vous remercier. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Alors je rejoins parfaitement ce qu'a dit Clément. Et effectivement, le témoignage de Mehdi. Moi je pense qu'on a souvent considéré que l'Afrique n'était pas une cible de choix. Les attaquants. Enfin, c'est notre perception à nous, Africains. On se disait que peut-être on n'était pas aussi attractif, etc. et qu'on subissait pas forcément des attaques. Alors ça soulève des questions, finalement. Est-ce que... ce qui est sûr, c'est qu'on peut se dire, est-ce qu'on était en capacité de détecter, est-ce qu'on avait les éléments, la maturité nécessaire pour pouvoir juger et dire effectivement, oui, je ne suis pas attaqué. Ça, c'est une question à laquelle la réponse, c'est pas certain. Voilà. Peut-être, effectivement, on a toujours été une cible de choix et qu'il y a des groupes d'attaquants aujourd'hui en termes de threat intelligence qui sont plutôt ciblés sur l'Afrique, etc. Alors, là où je rejoins finalement Clément, c'est quand il disait effectivement la cybersécurité est peut-être la même, c'est peut-être un peu, il y a des éléments de contexte à mettre en œuvre, mais finalement les techniques de base et les fondamentaux et le dogme cybernétique il est toujours le même. En revanche, finalement, et c'est l'objectif, je vais essayer de tourner la discussion sur les PME et les difficultés peut-être quand les PME sur ce sujet-là de cybersécurité, c'est que finalement
la cybersécurité telle qu'elle est posée aujourd'hui, en termes de standards, en termes de dogmes, en termes de façon de faire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle fit plutôt des grosses structures. En tout cas, il faut de la matière, il faut des organisations, il faut tout un aspect de budget, d'achat, de third party, enfin, ça fit les grosses entreprises. Maintenant, quand on est une PME, on a plutôt tendance à minimiser les sujets pour les prendre par le chemin le plus court. Et finalement, ces raccourcis-là peuvent effectivement laisser quelques trous dans la raquette ou dans la stratégie de cybersécurité de façon générale. Alors, c'est pas parce encore une fois, c'est pas parce qu'on a des outils, c'est pas parce qu'on achète des outils, c'est pas parce qu'on est outillé qu'on est sécurisé. Et de la même façon, c'est pas parce qu'on est très bien organisé qu'on est sécurisé. C'est toute une réflexion globale de contextualisation par rapport à la gestion des risques qui pèse sur nous, sur notre contexte, et qui fait que, etc. Là où ça devient intéressant ces dernières années, je pense que Clément pourra en parler un peu plus que moi, c'est que en termes de threat intelligence, on commence à faire des belles choses pour aller dire aujourd'hui en termes de posture de risque, je sais que je pourrais éventuellement être ciblé par tel ou tel groupe qui utilise telle ou telle technique. Et à ce moment-là, je pourrais aussi orienter les investissements sur ces volets-là. Très bien. Moi, je vais revenir sur un mot. Catastrophique. Et si on fait un focus, bien entendu, au-delà de la répartition géographique qui a tout son sens de faire la part des choses, même au sein de, en fait, sur le même continent, les pays n'ont pas la même maturité, n'ont pas la même réglementation et aussi pas la même prise de conscience sur l'importance. Si on fait un focus sur les ransomware, comment vous jugez aujourd'hui les attaques qui ont lieu chez les PME en Afrique, comment ils ont fait face? Après le sujet, en effet, est-ce que c'est un bon retour sur investissement pour ces pirates? Mais peut-être des fois il y a l'effet de volume qui est beaucoup plus important, parce que j'aimerais bien souligner qu'en Afrique, la majorité des pays, sous votre contrôle, c'est plus de 90%, c'est pas les grandes entreprises, c'est la PME. Voilà, tu le pointes à Mohamed. Déjà, quand on parle de ransomware, pour qu'on puisse partager tous le même corpus, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près 160 groupes dans le monde. 160 groupes dans le monde depuis 2018, où on suit vraiment d'assez près ces groupes-là. Sur ces 160 groupes, il y en a 40 qui sont assez actifs. Et sur ces 40 qui sont assez actifs, il y en a 10 qui font littéralement la pluie et le beau temps. Quand tu prends aujourd'hui sommairement toutes les entreprises qui se font attaquer journalièrement, il y en a vraiment 10. Parmi ces 10-là, on a beaucoup parlé de Conti, beaucoup parlé de Lockbit. Lockbit d'ailleurs, assez intéressant pour ceux qui suivent ou ceux qui ne suivent pas, l'opération Chronos, 11 pays, dirigée par le NCA, le National Crime Agency, par le FBI et par Europol. Ce qui est fou derrière, c'est que derrière, il y a quand même eu un énorme coup d'annonce et fait, ça a beaucoup parlé. Quand même, moins de 5 jours après, Lockbit est revenu sur ses pieds. Donc ça montre quand même que même eux qui attaquent énormément d'entreprises, 2600 depuis 2019, ont quand même des processus de récupération qui sont meilleurs que beaucoup d'entreprises. Qu'on se dise les choses, ça c'est un premier point. Un second point sur un peu ça, c'est là où je vais un peu venir nuancer Mehdi. D'ailleurs, on peut faire un peu ici le test. Hein. Moi j'ai absolument tout l'arsenal ici. Demain je vous dis, t'es dans une boîte, d'ailleurs c'est ce qui se passe sur quelques groupes qu'on a pu un peu traquer, quelques entreprises ici même en Afrique sur lesquelles on a pu travailler. Ce qui s'est passé, c'est que les gars ils commencent un peu à avoir un peu des side jobs, tu vois. Sur ces side jobs, moi je te dis, j'ai absolument tout ce qu'il faut. En fait la code-barre elle est simple. Demain tu as juste à déposer ce logiciel, ce malware, voilà comment le faire. Je te donne absolument toute la procédure, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent un peu les affiliés. Et en termes de code-barre, je te dis que demain, allez, on tape ici, taper c'est vraiment le jargon, on tape ici une entreprise à Rabat, à Casa ou à Marrakech, que sais-je d'autre, on va juste leur demander, par exemple, combien 1 million de dirhams, ou je sais pas, 10 millions de dirhams. Sur ces 10 millions-là, moi je garde 20%, t'en gardes 80%. Ça te tente ou pas? Ça veut dire que la responsabilité... Est-ce que ça te tente? Je te propose que tu gardes 80% et que je garde 20%. Ça te tente ou pas? Je vais réfléchir. Mais ça dépend. Eh bien, figure-toi que je peux te promettre
dans les vrais milieux cybercriminels que moi je traque quand t'es un peu devant. Voilà comment ça fonctionne. Et des gars qui à la base ne sont pas du tout vraiment des cybercriminels, se laissent tenter comme ça. Et voilà comment t'as les administrateurs système de boîtes de nos différentes capitales qui se laissent tenter et commencent petit à petit à être recrutés. D'accord, c'est-à-dire que la tête pensante a le savoir-faire, mais après au niveau de l'exécution, c'est aussi pour décaler la responsabilité. Exactement comprendre au niveau des groupes de ransomware. Je vais terminer ici. Moi demain je vais monter mon groupe de ransomware ici en Afrique. Ne me faites pas dire ce que je vais dire, même si ça me tente, même si ça me tente pas, mais je suis très joueur. Voilà comment ça se fait. J'ai aujourd'hui énormément de connaissances, pas mal d'outils, que je vais venir un peu packager. Puis après je vais aller soit à Bali, soit aux Philippines, ou soit des pays où la coopération, d'ailleurs il faudrait un peu qu'on parle un peu coopération, elle est quasi inexistante. Je me fous, je me mets là-bas, mais après pour prospérer, pour que mon groupe soit hyper connu, qu'on en parle, mais que moi aussi je puisse un peu gagner de la thune, voilà comment je vais commencer à recruter des personnes localement ici en Afrique, parce que je connais un peu l'état aujourd'hui de nos maturités, et voilà comment aujourd'hui les groupes de ransomware fonctionnent. Bon, je pense que même si on fait un sondage au niveau de la salle, peut-être, je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés avec ce modèle opérationnel de cette, je vais l'appeler la mafia cybersec, pour changer un peu le terme, mais justement, on parlait même de la notion de subvention, parce que là aujourd'hui, on revient sur le sujet qui sont les PME, il y a la notion de soutien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de ressources, de soutien gouvernementaux, initiatives même qui sont régionales, qui sont disponibles pour aider les PME à faire face à ce genre d'attaque? Je vais encore être très tranché, comme on en a l'habitude, mais bon ça, tout le monde commence à être rompu à l'exercice. Non, pour deux choses. La première, c'est que, tu disais tellement bien tout à l'heure, Younes, quand tu es un patron d'entreprise, de PME, toi, tes premiers objectifs, c'est de savoir comment tu vas signer des contrats. La seconde, comment tu vas payer tes entreprises, tes salariés autant pour moi. Et quand un gars vient te voir un peu d'une, je sais pas, cabinet ou autre chose, te dire, vas-y, tu vas devoir investir. Pourquoi tu veux que j'investisse? Moi, mon business, il fonctionne, laisse-moi tranquille. Et donc, tant qu'ils ne prendront pas conscience de ça, jamais on avancera. Ça, c'est le premier. Mais le deuxième aussi, pourquoi ils ne prennent pas conscience de ça? Toujours le cadre législatif. En Afrique, on a un truc qui s'appelle la Convention de Malabo. Depuis 2014, ce texte-là, Guinée équatoriale, Malabo, novembre 2014, 9 ans après, sur les 55 qu'on est ici un peu sur le continent, seulement une quinzaine, je dis bien une quinzaine, ont ratifié ça, et sur ces 15 qui l'ont ratifié, à peu près aujourd'hui 8 qui l'ont signé. Et sur ces 8 qui l'ont signé, encore énormément de choses à mettre en place. Et tant qu'il n'y aura pas vraiment je dirais pas peut-être un moyen coercitif qui vienne des États qui eux-mêmes en fait le déclinent, ce sera un Far West au niveau vraiment des PME, et on va continuer à perdre de la ressource, à perdre de l'argent, parce que c'est eux qui font notre tissu économique. Justement, peut-être pour enchaîner sur le même commentaire, Younes, par rapport à cette convention, est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous vous appuyez? Bon, je rappelle, Younes, il est RSSI de Rafrique, donc c'est pas la PME, parce que vous avez quand même RMA et vous avez BOA. Mais bon, en tout cas, je parle aussi par rapport à votre vécu et votre parcours. Moi, je pense que la question elle pourrait être aussi abordée différemment, en disant que ça fait 10 ans, en disant qu'on est 53, 57 pays africains. 55 pays africains, et sur les 55, il n'y en a que 10 qui l'ont signé, 14 ils ont dit, le reste ils l'ont ratifié. C'est peut-être pas... D'ailleurs, excusez-moi, il y a une raison particulière pourquoi les autres pays n'ont pas adhéré? Politique, je dirais. Je dirais que c'est plutôt des choses qui sont politiques. Enfin, peu importe. C'est que à un moment donné, ça ne convient pas, le modèle ne convient pas. Pourquoi viser en fait absolument quelque chose qui soit global pour l'Afrique? Forcément. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer d'autres modèles. Il y a peut-être d'autres modèles. Des modèles bilatéraux de synergie, peut-être 3, 4, 5 pays qui sont peut-être justement partagent les mêmes menaces ou les mêmes etc. C'est-à-dire qu'il y a cette réflexion parce que sinon ça sera tout ou rien. D'accord? Sinon ça sera tout ou rien.
Donc vaut mieux peut-être penser à d'autres modèles. Et je pense que voilà, il faut se poser aussi la question que s'il n'a pas été signé, c'est qu'il ne convenait pas dans les exigences qu'elle apporte, etc., etc. Et que peut-être après 10 ans, de toutes les manières, il faudrait la revoir parce que elle n'est plus du tout d'actualité. Les outils, les techniques, les menaces, les risques, tout a évolué et qu'il est d'office caduque et qu'il faudra juste la repenser. Et si on revient justement, ma question est pour toi, vas-y. Si on parle de soutien et si on met ça de côté, on va parler du cas concret. Moi, je suis une PME africaine, peu importe le pays. En Afrique, je prends une bonne attaque, je ne sais pas quoi faire. Justement, moi, j'ai mon usine qui marche et d'un coup, tout est arrêté et on m'informe que, a priori, j'ai été attaqué et je suis gelé. Donc là, forcément, le patron de cette entreprise qui n'a pas voulu investir se retrouve devant le fait accompli. Comment ils font aujourd'hui, selon votre retour d'expérience? Justement, c'est là où les exemples que j'ai donnés tout à l'heure peuvent aussi nous donner une vision. C'est que quand le DG nous a appelés et qu'on a du coup rencontré, lui, ce qu'il voulait, c'est aussi du soutien moral. Du jour au lendemain, il se retrouve avec ce mot qu'il a vu dans tous les journaux, qui est la cybersécurité, une attaque cybersécurité, mais il a été touché, lui, en étant PME, qui existe depuis 25 ans. Donc c'est pas que ça n'arrive pas aux autres, ça arrive à nous. Et c'est pas tant le sujet technique, donc on a aidé sur l'investigation pour comprendre le sujet. À la fin de l'investigation, ce qu'il nous a dit, ce qui nous a surtout aidé, c'est le soutien moral et la compréhension. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans l'aide qu'on peut apporter. Et si on veut rendre un peu plus concret, ce que j'ai vu par exemple en France, c'est qu'on a des PME ou éventuellement des services publics, lorsqu'ils se font attaquer, font appel à l'ANSSI, qui eux vont faire appel à d'autres partenaires qui ont eux l'expertise technique, qui peut être très chère pour les PME, mais avec l'aide justement de l'État, on arrive à faire cette évaluation technique, plus apporter éventuellement des éléments qui peuvent être utilisés par tout le monde. Des éléments de sensibilisation, donc à la fin du coup de cette investigation, on est allé voir les personnes qui ont été victimes de spearphishing, tout le personnel, de la sensibilisation pour tout le monde, des actions qui peuvent être simples et qui peuvent notamment sauver ces typologies d'entreprises. D'accord, et si on extrapole le côté africain, comment fait la PME? C'est que le soutien moral. Non, c'est là où avoir un gouvernement qui a la capacité d'avoir des partenaires qui ont cette expertise sécurité et que les PME puissent contacter l'organisation gouvernementale lorsqu'elle se fait attaquer et demander de l'aide. Donc avoir au niveau du gouvernement cette capacité de fournir de l'aide à ces PME lorsqu'elles se font attaquer et de manière préventive, leur fournir des guides qui soient simples. Le guide d'hygiène de l'ANSSI, par exemple, c'est quelque chose, peut-être qui pour l'ensemble des PME en Afrique peut être aussi technique, mais qui peut être un premier pas pour implémenter des choses qui ont même matière préventive, la sensibilisation, le cybermois qui est fait chaque année par l'ANSSI, c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser, qu'un gouvernement peut créer avec la loi locale et qui peut être utilisée au moins pour la partie préventive sensibilisation à niveau process, pas avec des taux d'investissement. C'est une réunion de 10 minutes, 30 minutes, on regroupe tout le monde regarde ça, il est sensibilisé, on réduit le risque. Et avoir aussi cette capacité technique, lorsque les PME se font attaquer, d'apporter là les partenaires qui ont l'expertise pour pouvoir les aider. Il reste très carré, Bédi. Tu sais quoi, je vais prendre un peu, prendre ton relais, parce que tant qu'on se dira pas les choses, enfin vraiment les choses, on est vraiment très lisses. C'est bien un moment, mais les gens ils n'écoutent pas. Ici en Afrique, comment ça se passe? Tu te fais attaquer, t'as le directeur, le DG, vraiment, sont équipés. Non, j'ai bien, puis après t'as un peu le DSI, RSSI, et lui, il fait mine, il s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. Pire encore, il contacte 2, 3, 4 boîtes, il essaie un peu de voir comment ils peuvent eux-mêmes récupérer les données. Sauf que pendant ce temps-là, ils perdent de l'argent, pendant ce temps-là, il y a toujours les gars qui sont là. Pire encore, ils essaient parfois un peu de trouver très rapidement un moyen de repartir, mais vu qu'ils repartent assez rapidement, qu'il n'y a pas eu cette investigation technique qui est faite, qu'on parle vraiment là, vraiment sur le côté DIFIR pour entrer un peu plus dans la technique,
bah derrière ils repartent et tu as les mêmes vulnes qui sont là, les mêmes vulnérabilités. Ce qui fait que les attaquants ou d'autres groupes d'attaquants reviennent quelques semaines après, quelques mois après et défoncent encore l'entreprise. Ça c'est une chose. Autre chose aussi, bah, en fait qu'on se dise un peu ici les choses sur nos PME. Quand tu es aussi une PME et que tu n'as jamais vécu de cyberattaque, la première fois que tu te prends un peu une cyberattaque, mais tu es totalement sonné. Donc en effet, si tu n'as pas les bonnes personnes qui peuvent vraiment t'accompagner, vraiment aussi te conseiller, et ça c'est tellement important, il n'y a pas que le côté technique. Si tu n'as pas des personnes qui sont externes, qui peuvent garder la tête froide et te dire bah ça on le fait, jamais, jamais tu pourras ressortir la tête de l'eau. Et on ne parle pas aussi assez souvent un peu des exercices de gestion de crise qui permettent de te mettre en situation, qui permettent un tout petit peu de t'entraîner pour que le jour où ça survient, où ça arrive, tu as ces réflexes-là, tu as un peu si des réflexes, si je devais un peu m'exprimer ainsi pour savoir rapidement que faire, quoi faire, qui appeler, qui ne pas appeler, qu'est-ce que un peu tu vas un peu avoir, moi ce que j'appelle un peu dans ta trousse de secours cyber, qu'est-ce que tu mets dedans? Et il y a des solutions pour ça ou c'est cas par cas? Moi je pense que la solution, quand aujourd'hui, et ça va vraiment être mon dernier mot, mais tant qu'on ne se fera pas, je dis bien défoncer vraiment méchamment, là on va vraiment être vraiment dans cet entre-soi là-dessus. Hein. Et moi je reste totalement convaincu, bah, pourquoi chez nous là-bas en Europe, en Amérique du Nord et encore dans d'autres parties ça bouge, c'est parce qu'il y a eu des cyberattaques massives où à un moment donné, le citoyen s'est retrouvé au cœur de ça, ça a commencé à gueuler et que petit à petit cette prise de conscience-là a été opérée. Tant que chez nous ici sur le continent africain, on n'aura jamais ce type de choses-là, jamais on avancera. Et pour moi, ça va passer, et ça, je le redoute, hein, dans les prochaines semaines, ici en Afrique, on est vraiment les champions. D'ailleurs, on peut s'en targuer, hein, les champions vraiment de la fintech. Et je reste convaincu que le jour où on va avoir une cyberattaque massive ou ciblée, qu'on commence un peu à, totalement dévaliser nos comptes, que ce soit qu'on a fait du M-Pesa, que ce soit un peu du Orange Money là-dessus, et que le citoyen, tu sais, un peu ce père de famille, cette mère de famille, qui à peine vraiment à joindre les deux bouts, n'a plus rien dans son porte-monnaie, peut-être que ce jour-là, on prendra un peu conscience de ça. Ben justement, ce qu'on disait juste avant, au niveau du baromètre qui était présenté, plusieurs sociétés qui se font attaquer, ils ont honte de le dire. Donc le problème, c'est qu'au lieu qu'ils se révoltent, ou comme tu disais, ben, ils vont rester dans leur coin, pleurer, dans le meilleur des cas, sauver un petit peu leur entreprise, mais il n'y a pas une consolidation de l'information. Tu viens d'évoquer le fait que depuis quelques semaines, il n'y a pas beaucoup de communication que tu as faite sur la région, et pourtant il y a énormément de cas. Est-ce que ça reconfirme un petit peu la mentalité en Afrique, que par un manque de communication sur ce qui arrive, ça permet même aux hackers de continuer un petit peu leur travail et récolter de l'argent de cette façon? Je vais commencer, puis je vais laisser ensuite la parole à Younes et à Mehdi. Bah, ça confirme surtout parce que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment deux problèmes. On ne parle pas assez de ce qui se passe un peu ici sur l'Internet, sur le cyberespace africain. On prend tous les rapports, hein. D'ailleurs je vous mets un peu ici au défi de me sortir un rapport, tous les rapports qui sont présentés, d'ailleurs je ne citerai pas ces éditeurs-là que tout le monde a en tête, tous ces rapports-là qui parlent un peu de cybersécurité de l'État. Quand il s'agit de l'Afrique, on va seulement avoir 0,2%. Mais ça ne représente absolument pas un peu ici, un peu l'état de nos économies, l'état un peu de nos infrastructures et surtout ce qui se passe. Et comment veux-tu que l'on puisse investir? Comment veux-tu que l'on puisse dire on va faire ça, ça ou ça, ou même aussi qu'on va se réorienter si on n'a pas de données exactes? Pire encore, si les entreprises elles-mêmes, lorsqu'elles subissent des cyberattaques, se disent bah moi j'ai été cyberattaqué. Là-bas encore chez nous, hein, typiquement en France, aujourd'hui, c'est même un devoir, une obligation de le faire. Quand tu te fais attaquer, tu as 72 heures, que tu le veuilles ou pas, pour le déclarer un peu à la CNIL. Pourquoi on ne le fait pas ici? C'est justement la réflexion qui a été juste dans la table ronde précédente. Et bien qu'on se dise vraiment les choses. Soit on continue comme ça vraiment à parler, ou soit on agit vraiment. Mais si on n'agit pas, enfin c'est vraiment d'ici là 2030 qu'il faudra vraiment réagir, hein, et pas après quoi. Moi, je vais être aussi cru que toi. Bah vas-y, parce qu'en fait, on est vraiment entre soi sur des tableaux. On va construire les choses. Je pense que aussi il y a un aspect culturel qui est extrêmement important, c'est la culture de l'ego. Et donc c'est ce qui reflète aussi que les entreprises n'ont pas envie justement de démontrer qu'ils sont faillibles et ils ont subi ça. Peut-être un dernier point justement avant de donner la main à Faisal pour enchaîner.
Alors, on sait pertinemment que c'est un peu compliqué pour la PME africaine. Mais il y a aussi une évolution technologique aujourd'hui. Hein. Peut-être je fais un raccourci. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues vulgarisées, simplifiées. On n'a pas besoin d'être un administrateur système pour faire des manipulations. Heureusement, un XGPT, pour ne pas faire de la publicité. Il y a des fonctionnels, purs fonctionnels, qui arrivent des fois à trouver même des solutions. Est-ce que ça, c'est un atout en soi qui va peut-être permettre à la PME africaine de contourner justement le manque de ce genre d'initiative, de soutien quand il le faut? Peut-être Younes, si tu veux commenter ce point. On a un truc dans la cybersécurité qui s'appelle l'évaluation de l'exploitabilité, ou le niveau ou la facilité d'exploitation. Effectivement, ça, de plus en plus aujourd'hui, la facilité d'exploitation des exploits ou des vulnérabilités devient de plus en plus très facile pour les attaquants d'exécuter des attaques parce qu'effectivement ils sont supportés par toute cette masse de connaissances, les scripts qui disent, etc. Enfin, des how-to, ils sont disponibles partout pour faire les choses. Donc, a fortiori avec l'apparition de ce nouveau invité depuis quelques années maintenant qui est l'intelligence artificielle et dans sa version générative, on a vu faire beaucoup d'automatisation, on a vu faire beaucoup de choses très propres. Aujourd'hui, le phishing qui est fait avant l'IA, bon, il y a toujours la petite faute d'orthographe qui se balade un peu, une typo quelque part. Là maintenant avec l'IA, c'est propre, c'est carré, c'est cadré, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème. Sur la fraude au président, tout à l'heure il en a parlé, Mehdi, je le rejoins effectivement. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, synthétiser une voix, etc. Sur la base d'input qu'on va donner sur un personnage, dans les 5 secondes, tu as ton personnage avec la voix qu'il faut, etc. Donc effectivement, ça amène des préoccupations, mais attention, encore une fois, ça amène aussi des opportunités pour nous, professionnels de la cybersécurité, de dire, bah tiens, on doit jouer avec les mêmes armes, et bah, il faut aussi qu'on puisse intégrer l'intelligence artificielle dans nos processus de défense, dans nos outils, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais il faut le faire davantage. Et même avec un pas d'avance sur les attaquants. Je finis juste en disant que, regardez, on est en 2024, et on parle de ransomware, on essaye d'évangéliser, etc. On essaye de sensibiliser. Le premier ransomware, il date de 1989. Absolument. Donc toute évolution. Voilà, ils ont eu le temps, alors juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, mais en 1989, moi j'ai dû avoir, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans à l'époque, et effectivement il y a des boîtes qui se sont fait attaquer par un ransomware qui fait exactement le même boulot qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il lock les fichiers, donc il va les verrouiller, avec les systèmes de chiffrement qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, il était distribué sur disquette, juste pour vous dire un petit peu comment ça a été distribué. Et finalement, par la même occasion, il y a un message qui apparaît en disant il faut que vous payiez une somme d'argent. Moi, je me suis procuré une capture d'écran de ça, et on parlait de 189 $. Alors c'est payé comment? Puisqu'il n'y avait pas, aujourd'hui on paye en crypto-monnaie, etc. Ben, c'est payé sur les PO Box anonymes au Panama. Donc ils donnaient le numéro d'une PO Box et il fallait envoyer 189 $ sur un paradis fiscal de Panama dans une PO Box. Le modèle a tellement évolué, aujourd'hui le ransomware as a service, il en a parlé tout à l'heure, Clément, avec les 160 groupes spécialisés, plus ou moins actifs, tel qu'il l'avait expliqué. Donc ils ont fait du chemin. Maintenant, l'intégration de l'intelligence artificielle, je pense que... Voilà. Non, mais justement, est-ce que vous avez des cas concrets de PME qui ont réussi à s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'outil comme un GPT ou l'IA au sens large. Peut-être Mehdi et peut-être Clément après. Et ça serait, je vous promets que c'est ma dernière question avant de donner la main à la suite. Ma vision personnelle est que je ne pense pas qu'on est encore à ce niveau-là, parce que
Ce que peut apporter un ChatGPT, c'est pose la question, quelles sont les priorités que je dois aborder en termes de cybersécurité. Ça va donner une réponse assez générique. Peut-être quels sont les principaux éléments de certaines politiques qu'ils peuvent implémenter, mais ça aussi, c'est de la documentation qu'on peut retrouver chez des spécialistes. Donc ça peut apporter éventuellement des réponses à des questions, mais ma vision actuelle, c'est que pour les PME, là on parle justement du modèle intelligence artificielle sur la partie de ChatGPT. Il y a bien entendu ce modèle dans des solutions comme l'EDR, mais ça c'est des choses qui peuvent être très coûteuses pour les PME. Mais je pense qu'actuellement, on n'est pas encore à un niveau où les PME peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour combler ce manque d'investissement et de compétences sur ce sujet, à part créer de la sensibilisation. Et ça aussi, c'est des choses que je pense peuvent être retrouvées de manière plus contextualisée sur d'autres plateformes. Très bien. Peut-être Clément, un complément sur ce point de l'IA. Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont réussi à... Mieux vaut pas que je m'explique là directement parce que je vais encore repartir dans un tas de choses qui sont bien, surtout pas encore bien, parce qu'ils n'ont pas encore bien compris aujourd'hui, lorsqu'on parle d'IA, de quoi il s'agit. Juste pour jeter un pavé dans la mer, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, y compris en Europe, quand tu vas les voir, ok, je fais de l'IA, c'est quoi? C'est tout simplement des multitudes de clés OpenAI qui prennent, juste les appels derrière, mais non, c'est pas de l'IA. On pourrait prendre aussi beaucoup de temps pour parler aujourd'hui un peu de l'IA, et surtout de l'IA sur d'autres continents, parce qu'on quand on commence un peu à parler d'IA, on est quand même censé avoir nos propres LLM, nous-mêmes aussi travailler sur nos propres données, avec nos propres contextes, et tout ça on est encore très 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 loin. J'ai 3 exemples en tête, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, juste on est pris un petit peu par le temps, et je pense que le débat il est passionnant. Je laisse la main à Léon. Merci. Merci. Monsieur Sachs, ne partez pas, parce que la séance d'après c'est pour vous. Monsieur Mehdi Azouzi. Alors, nous explorons maintenant un sujet d'une importance capitale dans le contexte technologique actuel, Big Data, Cloud et confidentialité des données. Comment concilier l'innovation et la protection des données dans un secteur industriel? Pour débattre de cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Insata Rico, PDG d'Insata Consulting et fondatrice de Black Initiative. Et bien sûr, Monsieur Ali El Azouzi. Il n'est pas là. Léon. Ok. Cette session sera modérée par Monsieur Faisal Saifi, qui va modérer également sur la thématique suivante concernant l'e-santé et la protection des données. Je vous remercie. Donc, on directement du sujet, donc les présentations sont déjà faites. Je vais essayer un peu de prendre la dernière question, ce qui m'intéresse aujourd'hui un peu. Bon, je ne vais pas rester sur des questions. Je vais pas rester sur des questions d'atomes, ça sert à rien. On a 2 experts avec une très pointue, très technique, donc je vais rentrer directement au vif du sujet. Je vais orienter la discussion sur l'IA. Oui, il y a du big data, il y a du cloud. Pour moi, dans mon point de vue, c'est que, juste pour faciliter un peu rapidement l'exposer à tout le monde, vous l'avez mentionné, l'IA, c'est pas juste des API qu'on colle parce qu'il y a un modèle derrière. L'IA, ça reste quand même un système sur lequel on doit donner énormément de données, le fameux big data. On doit entraîner un modèle, donc il y a besoin de trop de compute, énormément de compute qui coûte super cher. Donc les PME, surtout un peu notre panoplie en Afrique, c'est surtout des PME qui ne peuvent pas un peu payer ce luxe-là d'avoir un compute aussi coûteux que ça. Et à la fin, on prend tout ça, on entraîne ce bébé pour qu'il puisse penser super bien. Et à ce moment-là, on le met
ce qu'on appelle un peu dans le jargon inference, mais d'une façon très simple, c'est le consommer clé. C'est les fameux API qui a été mentionné par Clément juste maintenant. Donc là, c'est juste un peu les calls API, on le consomme, on dit oh super, on fait de l'IA. J'en reviens un peu en arrière. La première des choses que je me pose, c'est que, ok, ingérer ces données, c'est quoi la situation aujourd'hui? Je précise bien un peu par en Afrique parce que chaque État il a sa propre stratégie. Et c'est quoi la situation de l'open data? Merci d'animer cette table ronde. Je remercie également les participants. Alors, votre question, c'est sur l'utilisation de l'open data en Afrique. Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire un parallèle avec un webinaire que j'ai animé il y a 2 semaines sur l'utilisation de l'IA. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle permet-elle aux PME ivoiriennes d'être compétitives? Alors, moi je dirais que oui, en Afrique, tout le monde parle de l'IA, tout le monde parle de l'open data, mais sans savoir qu'un des prérequis à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est déjà d'avoir des outils qui vont permettre d'utiliser cette donnée et même collecter aussi, on va dire, enrichir ces bases de données. Et donc moi, mon constat aujourd'hui, c'est de dire, bah, oui, on veut se lancer dans l'intelligence artificielle, mais commençons d'abord par nos programmes de digitalisation qui sont encore en phase de... qui sont au début, hein, on va dire, parce qu'en Afrique, je n'ai pas encore le baromètre de la digitalisation en Afrique, mais avant même de parler de l'OpenIA, de l'intelligence artificielle, c'est déjà finaliser les programmes de digitalisation qui sont en cours. Voilà, donc oui, l'OpenIA, on l'utilise, c'est pas sans risque. Ça apporte aussi des vulnérabilités, donc des risques. Et donc, oui, utiliser, on va dire l'OpenIA, mais prendre en compte les risques que cela peut engendrer. Si on prend ces données-là qui sont un peu en open, donc sont accessibles à tout le monde, est-ce qu'il y a une manière, et la question est pour toi Clément, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir bidouiller, si je peux me permettre ce terme-là, à injecter ces données dans un modèle existant pour pouvoir un peu le détourner de son fonctionnement, donc si on arrive un peu à pouvoir l'attaquer indirectement? Je pense que c'est même essentiel ce que tu dis là un peu Faisal aujourd'hui. Quand tu regardes un peu pour les boîtes qui commencent à faire de l'IA et puis surtout un peu ici chez nous, on n'a rien. J'ai regardé juste avant là de venir entre Abidjan, Paris et Paris pour venir ici, typiquement sur un peu Hugging Face. Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'endroit où on peut retrouver absolument énormément de choses, énormément de modèles ensuite qu'on peut venir prendre. Et ensuite, bah, sur ce modèle-là qu'on va prendre, par exemple, entraîner sur un jeu de modèle spécifique. Bah, j'ai un peu regardé, on avait, si tu veux, tu n'as encore que très peu de données qui viennent directement sur le continent. Et donc la vraie question, c'est comment demain, avec ce qu'on a aujourd'hui, aussi bien que tu sois, par exemple, un peu un ministère, que tu sois même aussi une grande entreprise, prenons un peu un cas assez concret, parce que celui-là, je l'ai rencontré dernièrement dans une banque, que je ne citerai pas, où je discutais un peu avec... les 3 gars aujourd'hui qui s'occupent aujourd'hui de tout le côté B2B et tout le côté B2C. Ils disent qu'aujourd'hui, si on veut nous-mêmes être compétitifs, on a besoin d'avoir des chatbots, mais des chatbots très évolués. Et donc dernièrement, ils ont commencé un peu à se pencher sur un sujet, qui est, en tout cas sur un cas d'utilisation qui est assez intéressant. Mais ils ont, vu qu'ils n'avaient pas toutes les données nécessaires et surtout entraînées, mais ça on reviendra un peu sur le compute tout à l'heure, ils sont allés prendre des choses qui se faisaient du côté de l'Europe. Et ils se sont rendus compte que derrière, là où ils devaient venir rendre un service un peu à ses citoyens, spécifiquement dans ce pays-là, ça ne collait en rien à la réalité parce que les données qui avaient été prises ne correspondaient pas du tout à la réalité locale. Et donc ça posait un peu la question de comment, à partir d'un certain moment, on commence d'ailleurs ne serait-ce que petit à petit, mais surtout aussi, est-ce qu'on a les bonnes infrastructures, parce que quand on parle aujourd'hui un tout petit peu d'IA, de Big Data, c'est bien de les avoir, mais si on n'a pas des machines, si on n'a pas aussi un peu, que ce soit des serveurs, mais aussi un endroit où on peut les mettre, ça encore, c'est autre chose, quoi. Exactement, parce que c'est une très bonne transition, parce que le deuxième point qui est cloud, je vais un peu le dévier un peu.
L'IA, si on veut un peu entraîner sur le cloud, ça coûte cher, c'est centralisé, c'est des grosses corporates. Quid du decentralized GPU, c'est-à-dire à la place de pouvoir faire tourner notre modèle et entrer notre modèle sur un data center avec une puissance qui va coûter cher, qui est dans pas forcément en Afrique, on n'a pas beaucoup de data centers cloud en Afrique, c'est de changer un peu le paradigme, à dire on a des petits GPU dans plusieurs PC, pouvoir les récupérer et de renvoyer un entraînement au mode décentralisé. Est-ce qu'on est sur cette réflexion pour essayer d'adapter l'entraînement des modèles pour ne pas juste être un consommateur d'un inference tout court, et c'est pas de l'IA, qu'on soit réaliste, c'est de la consommation. Est-ce qu'on est dans cette tendance, est-ce qu'on est dans cette pensée en Afrique? Alors, des informations dont je dispose, c'est qu'aujourd'hui, pour parler de la partie IA, il y a on va dire, il y a l'Union africaine qui travaille sur l'harmonisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau africain. C'est en cours, hein, c'est une démarche, on va dire. Mais au niveau africain, savoir qu'il y a une démarche, oui, par le NEPAD, mais je ne pense pas que ce soit... Je comprends bien, s'il y a une démarche, il y a une volonté, je crois que ça va commencer. Mais si je prends un peu le dark side, je reviens vers toi, sur la partie dark side. Est-ce que les gens qui ont un peu, on parlait tout à l'heure, parce qu'on a il y a 160 groupes de ransomware, partant de 10, est-ce qu'ils utilisent un peu aussi ce mode de décentralisation pour faire l'attaque au mode GPU, un peu ce qu'on fait dans l'IA? Juste pour faire connexion un peu rapidement sur la ransomware. Ouais, on va commencer, juste un peu sur ta question quand même initiale, qui est totalement pertinente, mais là encore, ça pose un peu la vraie connaissance du sujet qu'on est en train vraiment de traiter. Aujourd'hui, tu as beaucoup qui vont essayer de parler d'IA sans vraiment comprendre tous les concepts derrière un peu sous-tendent, qui vraiment sous-tendent aujourd'hui le fait de faire vraiment de l'intelligence artificielle, d'avoir des monnaies, d'avoir des données, de pouvoir un peu les computer, d'aller récupérer des informations assez spécifiques pour ensuite venir rendre, tu vois, les fameux un peu GPT, parce qu'en fait GPT, il faut le dire, du coup il n'y a pas ChatGPT, mais un GPT c'est quelque chose spécifiquement, mais quand ils n'ont pas ce niveau d'information là, bah, c'est très compliqué d'avoir un peu cette réflexion. Mais à l'inverse, pour reprendre la suite de ta question, bah, dans les milieux cybercriminels, les gars ils sont très avancés. Très avancés dans la mesure où aujourd'hui ils prennent un peu l'IA comme un vrai faire-valoir, qu'on se le dise les choses. Et d'ailleurs aujourd'hui tu as de plus en plus de tech qui sont un peu lancés par rapport à ça. Il y a du coup il y a vraiment un peu quelques GPT, quelques IA dont je peux parler comme DarkGPT, comme BERT, comme aussi un peu HackerGPT, où c'est très intéressant. Ils sont un peu allés récupérer, typiquement ils ont un peu scrollé GitHub. Je parle vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, il va falloir que je parte. Ils sont un peu allés récupérer tout ce qui se passe un peu dans GitHub, et sur GitHub tu retrouves beaucoup d'informations. Puis après spécifiquement quand on parle un peu du côté hacking, du côté un peu ransomware, ils ont pris les choses, ils les ont entraînées. Aujourd'hui tu as des modèles qui sont accessibles ou non, mais quand tu mets la main là-dessus sur les bancs, bah vraiment c'est assez bluffant. Et pire encore, tu te dis que dans l'évolution des choses, ça risque d'être assez compliqué en termes un peu de défense. Mais ça risque d'être compliqué en termes de défense si on ne met pas en face aussi ce qu'il faut pour venir un tout petit peu parer ça, quoi. On reste encore que très peu cantonné à des choses, mais il faut vraiment, think out of the box, penser différemment pour pouvoir faire demain un peu de la défense. Et donc dans ces milieux un peu du côté un peu dark side, c'est là quand même que tu te rends compte, tu te dis quand même que les gars dans ces différents milieux, il y a un vrai travail de R&D, de recherche et développement qui est fait pour un peu produire ça, et surtout de dire dès à présent comment on prend l'IA, comment on s'aide de l'IA pour que nos attaques demain soient encore beaucoup plus furtives, beaucoup plus impactantes qu'elles ne le sont déjà. Moi j'aimerais rajouter encore, je reviens encore une fois sur la partie digitalisation. Avant de parler même d'intelligence artificielle, il faut pouvoir déjà collecter la donnée. Et aujourd'hui en Afrique, sauf erreur de ma part, on n'a pas de base de données, on va dire création de base de données méga qui permettent de collecter beaucoup d'informations. Déjà, on n'a pas ces outils-là, on n'a pas cette base de données qui va pouvoir être enrichie par tous les pays africains. Donc même avant de parler d'IA, après ça c'est ma position et c'est mon point de vue, c'est déjà de travailler à comment
on collecte les données, d'où viennent les données, la fiabilité aussi des données. Aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des discussions, c'est une démarche qui est initiée par l'Union africaine, mais bon, c'est encore en pleine réflexion. Tout à fait, parce que, comme on a dit au départ, l'IA, ça commence avec des données, donc il faut déjà avoir la disponibilité de ces données-là. Si on va avoir une IA continentale qui s'adapte à notre culture, à notre manière, etc., il faut qu'on ait des données aussi qui reflètent notre culture. Oui, il y a un gros travail. On a discuté juste entre midi et deux, tout à l'heure avec des collègues sur l'OpenAI, la stratégie et les données sont. Elles existent, ils sont obsolètes. Bon, obsolètes. Une partie, donc oui, il y a un gros. Elles existent, il faut le dire, elles existent les données. C'est juste qu'elles ne sont pas encore, pas vraiment capitalisées là-dessus. Tout à fait. Et centralisées, nettoyées et mises à disposition pour que ce soit vraiment dans le process OpenAI. Mais si je reviens un peu sur la partie cloud, je veux juste un peu faire un jump rapide parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur la partie ransomware. Et je poserai deux questions comme ça vous pouvez honorer votre engagement. La première question c'est la partie cloud. On sait très bien que le ransomware, comme il a été mentionné tout à l'heure, c'est le fait de loquer via un cryptage. Pour pouvoir décrypter, il faut une clé. Pour avoir la clé, il faut payer. Si je le fais court. La question c'est que si on a du cloud qui est en général un système, parle un peu sur les top 3, top 4, c'est un système que par définition c'est crypté. Est-ce que ça protège un peu des ransomware? Est-ce que le fait d'héberger nos applications sur du cloud, on est plus sécurisé contre les ransomware que de l'avoir en on-prem, chez nous? Absolument pas, bien au contraire, c'est encore pire. Aujourd'hui, tu as beaucoup qui vont faire du cloud alors que déjà un peu ils maîtrisent pas, tu vois, ton on-prem. En fait, le cloud en plus, c'est... Il y a deux manières de faire du cloud. Soit tu fais du cloud, ça veut dire que tu prends absolument tout, si on prend... Non, je ne vais pas encore les citer, mais je peux en citer 3-4, mais quand tu migres un peu vers le cloud, ça nécessite quand même que tu maîtrises absolument toute ta chaîne de bout en bout, que tu maîtrises aussi un peu le end-to-end encryption, mais si tu viens jouer de l'encryption sur de l'encryption, tu chiffres absolument tout. Ça nécessite aussi que tu puisses prendre au niveau du contrat, pour avoir travaillé avec certains clients, certains se disaient, tiens, on est parti un peu dans le cloud, tout va bien, mais après, hélas, quand l'attaque est survenue, que tu commences un peu à voir ce qu'ils avaient un peu coché ou acheté, tu avais beaucoup d'options qui n'avaient pas été vraiment cochées. Donc finalement, ça ne servait absolument à rien. Pire encore, pour certains qui font un peu demain, qui veulent faire un peu du cloud ou qui vont sur le cloud, tu as tout un tas de choses qui est fait, mais hélas, ils ne prennent pas le temps de bien configurer tout ça. Ce qui fait que quand tu regardes un peu tous les politiques, surtout de sécu, tu as vraiment que du default. Et le default, quand tu es assez... quand tu as un tout petit peu fait ça, que tu connais un peu comment ça fonctionne, tu vas lire un peu la doc, tu retrouves tout ça pour un peu rebondir, quoi. Donc faire du cloud, ne te désengage pas et surtout ne t'astreins pas de te prendre un ransomware si déjà à la base tu ne mets pas tout ce qu'il faut pour être sécure. Surtout, il y a un point qui est assez important que beaucoup de gens, quand ils font du cloud ou multi-cloud, ils l'oublient, c'est que shared responsibility. C'est une responsabilité partagée, c'est pas de la délégation de responsabilité. Exact. Je ne suis pas en train de transférer de la responsabilité. C'est pas parce que tu vas venir chez moi que tu es bon. Le partage de responsabilité fait qu'il y a une partie qui est toujours chez ce client-là, qui consomme le cloud, et qui doit, comme vous l'avez mentionné, cocher un peu les bons cases, faire la secure by design, toute la partie renforcing ou hardening de son système. Alors, moi j'aimerais revenir sur un sujet, sur la partie chiffrement dont tu as parlé avec Clément. C'est qu'aujourd'hui tu as beaucoup de contrats cloud où tu as la clé de chiffrement qui est détenue par le cloud provider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde se repose sur le cloud provider sous prétexte que lui il a la clé, on va dire la clé de chiffrement mère qui permet de déchiffrer les données. Or, si tu ne prends pas l'option de gestion des clés de chiffrement du cloud provider, en guillemets, tes données ne sont pas chiffrées, donc peuvent faire l'objet d'attaques et de demandes de rançon. En fin de compte, sur ce volet-là, il y en a deux, et ça tombe bien parce que c'était ma dernière question à Clément, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le fait de protéger déjà les clés. Là, par contre, il faut avoir ce qu'on appelle un HSM, donc un vault super sécurisé. Si avec on de prend la les PKI, clés, tout ce qu'il faut derrière. donc, il faut un HSM quand même, parce que si on met les clés, même en cloud, et qui ne sont pas bien sauvegardées et protégées, on a un problème. Le deuxième point, c'est que, heureusement, la majorité des cloud
ils ont un certain niveau de maturité, ils peuvent utiliser des systèmes, ce qu'on appelle les enclaves. Quand le décryptage, il est fait au niveau CPU très pointu, à tel point que quelqu'un qui a la main sur l'OS ne peut pas toucher un peu la clé de déchiffrement. Donc ça protège. Mais ça reste juste un truc qu'on est en train de jouer sur la surface d'attaque. Pas plus que ça. Et c'est un peu là où j'appelle un peu le crypto, la recherche que vous faites au niveau crypto. Quid du homomorphe, parce qu'il y a parmi aussi les points qui sont assez intéressants dans le cloud, c'est qu'il y a une notion qui était assez intéressante créée, si je ne me trompe pas, IBM, qui est un peu la partie homomorphe où je peux faire des opérations cryptées en cloud sans livrer la clé. On sait très bien que ça reste de la recherche. Mais par contre, un article que j'avais lu, ça fait quelques temps, c'est que, bon, je vais le citer même si j'aime pas trop faire un peu Microsoft a pu tester le homomorphe sur le machine learning. Parce que c'est du code, parce que c'est des modèles, donc c'est plus facile de faire du homomorphe dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à se développer? Allez, tu sais quoi, on va faire encore un peu de l'inception sur ce que tu viens de dire. Certes, il y a un peu de l'homomorphe qu'on commence à voir de part et d'autre, mais il se passe quoi si demain le quantique arrive? Demain le quantique aujourd'hui sur la table, parce que c'est aussi un peu le moment d'en parler, en tout cas d'ouvrir le champ des possibles et le débat autour de ça. Avec le quantique, typiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui un peu de nos systèmes de crypto, que ce soit surtout de l'asymétrique avec du RSA, avec vraiment le fait un peu d'avoir des clés, tout serait un peu cassé. Donc ça mettrait deux choses en perspective que moi je livre. Ça veut dire qu'en tant qu'attaquant, enfin quand on est un peu un groupe de ransomware, si demain, avec tout aussi l'intérêt, je reviens un peu sur la première table ronde, mais de manière générale aussi un peu pour partager, quand je fais un peu des réponses à incidents, de toujours avoir un peu ce qu'on appelle du coup du CC, un peu du coup des copies carbone. Ça permet que même si on n'a pas la clé X temps, on pourrait l'avoir un peu dans le futur. Ça permet aussi beaucoup de choses, mais sur le point, les deux points que j'évoquais, est-ce que si demain on a un algo de chiffrement qui est soit maison vraiment en black box ou quelque chose qui est très connu, on ne pourrait pas le casser. Mais ça pose aussi un peu la question de demain, à quoi vont ressembler un peu nos attaques de type ransomware? Est-ce que le ransomware lui-même va être évolué, enfin en tout cas va être amené à évoluer? Ça je le pense, mais ça aussi il faudra un peu commencer à se positionner par rapport aussi bien sur le technique, mais par rapport aussi un peu au matériel, parce que ça aussi c'est vrai que j'en parle très peu, qu'on en parle aussi très peu, mais tu as le fait d'avoir aussi du matériel secure, avec tout un tas de process, de compute aussi qui peut aussi ralentir fortement le chiffrement d'un parc. Et surtout, il y a un point qui est assez intéressant, et j'ai bien noté, parce que c'est un peu exactement ce que j'ai noté, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir déchiffrer, etc., c'est que les gens ils oublient aussi, au-delà de la partie quantum, qu'on pourra déchiffrer un peu de la majorité des codes cryptés aujourd'hui, mais on oublie que la majorité des gens aussi peuvent faire ce qu'on appelle Harvest Now Decalculator ou Save Now Decalculator, qui est tout simplement dire ok, oublions un peu le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui décrypter, je peux sauvegarder les données cryptées, je les laisse dans un coffre. Le jour où j'aurai assez de puissance, parce que ça va coûter moins cher, parce que ça va être simple à acquérir, je peux décrypter. Et 80% des données qui sont cryptées, ils sont toujours utilisables. Donc oui, il y a aussi cette contrainte, cette problématique. Et la question est pour vous, Nesata, c'est que est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre ça, cette idée de dire je ne peux pas décrypter aujourd'hui, c'est pas grave, je sauvegarde les données cryptées. Le jour où j'aurai la puissance, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est dématérialisé et que le matériel devient plus accessible, je peux décrypter et les données sont toujours accessibles. Alors avant de parler de je vais crypter, je vais sauvegarder, il faut déjà pouvoir avoir la main dessus, c'est sa clé du chiffrement. Je reviens encore là-dessus, hein, parce que dans les différentes missions que j'ai pu mener, la vraie question du cloud, c'est comment j'accède à la clé du chiffrement de mes données ou de ma base. Et donc, si cette réponse elle est déjà, comment on appelle, résolue, on peut penser à parler de quantique ou à parler d'autres choses. Donc aujourd'hui, oui, on peut mettre tout en place, on peut faire des prévisions, sauvegarder des données, travailler sur le cryptage de ces données. Mais moi, ma question, encore une fois, je reviens, c'est de dire comment je gère la clé de chiffrement de mes données. Comment je deviens à un instant T propriétaire de mes données.